Et bonsoir à tous pour vous qui regardez finalement cette émission en replay, le hashtag tu veux progresser. Et donc ce soir on est comme tous les mois à peu près, parce qu'on a raté un mois avec les élèves de Tipstar Pronostic. Voilà. Ceux qui sont là encore aujourd'hui sont ceux qui veulent évidemment le plus progresser, et vous nous avez suivi toute l'année. Aujourd'hui, voilà, on est en mars, on va essayer de continuer ce coaching et d'aller sur certains points qui vont être très très importants, parce que évidemment les gens qui sont encore là aujourd'hui sont les plus motivés, et on va devoir voilà, essayer de mettre des petits points sur ce qui va pas, et ça va être une chose très très importante dans le coaching, euh, parce que mis à part parler de voilà, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça, comment eux font les choses derrière, et qu'est-ce que eux ont prévu, et qu'est-ce qui leur est arrivé depuis aussi, est-ce qu'on peut répondre à leurs questions et tout ça. Et ce soir, on est avec Richard qui est là, Dylan qui est là depuis le début également, et Flo qui est là, et Dorado, mon compère, toujours pour parce qu'on est tout le temps deux à faire cette séance de coaching. Et là également, comment ça va, Dorado? Écoute, moi ça va super, la forme, content d'être avec les membres pour essayer de réajuster un peu ce qu'ils ont mis en place, les aider, corriger certains points pour justement leur permettre de progresser par la suite, que ce soit dans leur propre prono ou dans le suivi de Tapestar. C'est ça. Est-ce que les gars, vous allez bien? On va commencer par Richard. Est-ce que Richard, tu vas bien? Oui, oui, ça va bien, merci. Ouais. Super. Motivé pour être là ce soir? Oui, je suis motivé. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je vous expliquerai un peu mes déboires de ces dernières semaines. Et ça, Voilà. et ça va être intéressant pour tous. Dylan, est-ce que tu vas bien aussi, toi? Ça va très bien. Une victoire aujourd'hui au football, donc ça peut que aller. Ouais, parce que toi, je sais que tu coaches des jeunes sur une équipe de jeunes en football en plus, c'est ça? J'entraîne et je joue également. Ok, d'accord. Et donc, vous avez gagné aujourd'hui? C'est ça. Ah félicitations. Des gens Merci. motivés même dans le sport lui-même, plus que dans l'investissement des fois, et c'est bien d'allier les deux. Florent est là aussi. Florent ou Florent? Ouais, Florent. Florent, c'est Florent. Ça va bien, Florent? Impeccable. Nickel. Et toi aussi, toujours autant motivé, mais voilà, avec quelques trucs à nous dire pour pouvoir progresser de ton côté, c'est ça? C'est ça. Ok, nickel. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous dire, déjà d'entrée avec Dorado, on va être d'accord, moi et toi, Dorado, c'est déjà, est-ce que vous avez des questions? Et on a eu la réponse un petit peu en off. Voilà, est-ce que vous avez noté vraiment des questions ou non? Et la réponse pour la plupart est non. Moi, perso, non. Parce que ça vient un peu comme ça. Voilà. Toi, Dylan, aussi, tu n'as pas prévu de questions spéciales, etc. Et toi, Richard, non plus, que tu avais prévu de parler d'autre chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par vous écouter. Et après, on vous expliquera pourquoi c'est très choquant pour nous et assez bizarre, on va dire, avec Dorado, de se retrouver avec 3 personnes qui sont pour autant les plus motivées et qui se retrouvent ici après, je pense que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de coaching, quasiment. À peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Je crois que on a arrêté en février avant la Saint-Valentin à peu près. C'est ça. Et on se retrouvera toujours assez choqués, moi et Dorado, de se dire c'est bizarre que des gens autant motivés que vous n'aient pas de questions. Et on reviendra là-dessus. Maintenant, on va quand même écouter, par exemple, on va commencer par Richard, qui avait l'air d'avoir quelque chose bien en tête à vouloir nous dire. Et écouter Richard, et voilà, et on va essayer de lui répondre au mieux, et on va essayer de te répondre au mieux, Richard, par rapport à ce que tu me dis. Tu peux tout dire, parce que nous on va être là, voilà, sans juger. Alors, on va être là pour tout. Voilà. Oui. De toute façon, te donner les meilleures solutions. Si je suis là, c'est que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à corriger. En fait, plus le temps passe, et plus je m'aperçois que tout ce qu'on prend comme théorie, toutes les lectures ou les vidéos que j'ai pu voir,
Il faut être quasiment confronté au réel pour vraiment s'apercevoir. Même la notion, hein, enfin, même quand elles sont bien présentées, bien détaillées, il faut la vivre finalement pour être au clair. Euh, Moi, Exactement. j'ai démarré avec ouais, vraiment hyper motivé, hein. J'ai acheté des bouquins, enfin, j'ai parcouru pas mal de forums, vidéos, toutes les vidéos de TP, je les ai vues. J'ai Mhm. fait les coachings au démarrage. Je faisais mon suivi vraiment précis, etc. Après, ma situation elle est particulière parce que je cumule un boulot qui est prenant, je suis élu dans ma commune, je Ok. fais beaucoup de sport et je cours un marathon. Donc, moi, je suis obligé, dans tout ce que je fais, en fait, d'être hyper rigoureux sur le temps, etc. Mhm. J'ai placé beaucoup de temps sur les paris, notamment le suivi, au début, parce que c'est vrai que c'est nouveau, donc tu as vraiment envie de suivre à la lettre, quoi. Mhm. Après, il y a eu une petite période où ça s'est quand même bien passé, et en fait, je pense, un petit peu enflammé par excès de motivation. Donc, j'ai élargi les tipsters que je suivais, j'ai fait des suivis en live, enfin, limite, je me réveillais la nuit pour voir s'il n'y avait pas un message de Luigi qui disait d'aller parier sur tel ou tel match de tennis. Ok. Euh, c'est vrai en plus, ça s'est vraiment passé. Euh, et puis, bah, tu accumules les paris. J'ai quasiment plus fait de suivi hein, parce que je n'y arrivais pas, quoi. Et du coup, il y a eu la période de bad run où bah, ça a été dur pour pas mal de monde, quoi. Mhm. Franchement, j'ai frôlé la banqueroute et j'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter en me disant, bah, tant pis, hein. Euh, pas en me disant que c'était pas bien les paris, que ça permettait pas de gagner sur le long terme ou autre. Ça, je pense que je l'ai bien compris. Mhm. Mais plus parce que je me disais, bah, finalement, j'ai peut-être pas, j'ai pas les conditions pour réussir, pour apprendre comme il faut et pour faire les choses, quoi. Plus parfois en prenant des paris rapidement, des fois j'ai fait des trucs inverses, quoi, où il fallait prendre des overs, j'ai pris des unders, donc je me suis Ouais. retrouvé avec des paris perdants alors que je devais les gagner. Là, un petit manque de rigueur parfois parce que je voulais aller trop vite. Donc voilà, c'est plus un partage d'expérience, mais je sais qu'il faut que je trouve le moyen d'avoir mes routines, de sécuriser mes prises de paris. Voilà, puis Mhm. j'essaie de resserrer sur certains tipsters, quoi, mais je suis même pas sûr que je sois juste du coup dans mes choix, quoi. Dans la bonne C'est stratégie, ouais. et oui, dans la bonne stratégie, parce que il y a des tipsters qu'on sait qui sont excellents. Ils traversent des périodes difficiles, Mhm. mais est-ce qu'il faut arrêter pour autant? Est-ce qu'il faut persévérer? Enfin, bon. Ouais. Après, je pense que j'ai démarré aussi avec une bankroll qui était trop élevée. Du coup, alors que moi, je faisais tous les 3 mois un ticket de grattage à 2 euros. Ouais. Voilà, j'ai mis 5000. Et donc, ça me fait des paris à 50 euros. Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais, ouais, Et donc, quand c'est ça va bien, c'est cool. ouais. Mais quand ça descend en flèche, Et c'est ouais, chaud, quoi. et du coup, voilà, ça descend en flèche, t'as quand même envie de progresser, et tu te dis, voilà, est-ce que je vais faire ça, pas ça, et t'en es pas sûr au final. Mm. Et Voilà. du coup, ah, tu te poses cette question, est-ce que je dois continuer, pas continuer? Mm. Ça peut être compliqué. J'avoue qu'on a vécu une mauvaise période chez TP, et tu l'as souligné d'ailleurs, toi comme d'autres membres, ils n'étaient pas non plus dans le meilleur état d'esprit possible. Ça c'est clair. Même les tipsters ne sont toujours jamais dans le meilleur état possible. Euh, D'autres le supportent mieux que d'autres, hein, je dis pas. Mm. Mais c'est sûr que voilà, comme tu as souligné, quand tout se passe bien, ben, tu es content. Et tu continues la chose. Et quand tout se passe mal, ben, tu as envie de changer les choses. Mais quand tu les changes, tu te demandes aussi si c'est bon de les changer comme Faut ça. faire. Voilà. Mm. Et évidemment, comme quand à la base, ben, on commence à suivre des paris, on se dit voilà, j'ai juste qu'à suivre ce tipster, ses mises et tout ça. Ça paraît simple. Et à la fin, on commence à se dire ben, tiens, peut-être que j'ai besoin aussi de moi mettre la main à la pâte en fait pour se dire voilà, est-ce que tel tipster ça correspond avec ma manière de bet ou non. Est-ce que voilà, vu Mm. que ce tipster, même s'il a un bilan qui parle pour lui, euh, je commence à le suivre, il perd. Est-ce qu'il faut que je continue à le suivre ou pas, malgré que j'ai déjà perdu de l'argent? Est-ce que c'est bon déjà que je le rajoute dans mon portefeuille tipster? Et en plus, quand il commence d'entrer par perdre, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou des choses comme ça. Et tout ça, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous aussi, en vrai, hein, Dorado.
Ouais, non, mais c'est sûr que le suivi de tapster, ça paraît simple. En fait, c'est assez compliqué parce que plus tu vas suivre des tapsters, bah, finalement, si tout est t'as 15 tapsters et qu'ils misent tous 1%, bah, au final, il ne faut pas les suivre à 1%, il faut réduire les mises parce que sinon, tu peux miser 50% de ta BK tous les week-ends et mentalement, bah, certains, c'est dangereux et c'est compliqué mentalement. Donc c'est vraiment pas évident. En plus, ça prend du temps. Moi, personnellement, je te suivais Luigi, sauf que bah, les courses de vélo avec le décalage horaire, c'était compliqué pour moi. Donc, comme disait Richard, je me levais en pleine nuit voir s'il n'y avait pas un bête de Vieri ou, Ouais, ou de toi qui t'est envoyé en pleine nuit. Donc, j'avais plusieurs réveils, un à 2 heures, un à 3 heures, etc. Et bah, au final, ton sommeil est complètement coupé. Et puis, j'ai dû stopper ton suivi. Mais j'ai essayé de m'adapter. Et je pense que beaucoup dans le suivi de Tapster, pas mal de personnes se frustrent en disant merde, je dois couper ce Tapster-là parce qu'en fait, ça ne me correspond pas, etc. Puis en même temps, bah, normal, les membres ont payé un abonnement. Donc, du coup, ça les fait chier. Mais en même temps, il faut aussi penser à sa santé physique et mentale c'est ça. et faire Bon, comme on peut au maximum, quoi. bon, sachant que nous, attention, hein, sachant qu'on n'envoie jamais de bêtes au-delà de 11 heures et pas avant, en général, 7 ou 8 heures du matin, tu vois. Donc, Oui, Après, voilà, ouais, c'est un choix de. Tu vois, c'est moi qui me connecte pour aller sur le fil de discussion et voir s'il y a des trucs. Mais ça, voilà. ouais, bien sûr, bien Il y a sûr. aussi une partie qui est à gérer par nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est Après, je me ça. suis demandé, moi, voilà, donc je suis tout en flat betting, Mhm. tout à 1%, sauf donc Vieri et DD pronostic, je t'ai passé à 2%. Yes. Après, les autres, c'est en flat betting. Alors, est-ce que, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que il ne fallait pas que j'adapte en fonction des périodes, peut-être pas au jour le jour, mais si ma grosse baisse, baisser l'unité de mise, qui t'aurait augmenté après. Et en fait, la question que je me suis posée, bon, pour le moment, je continue comme ça, mais je ne sais pas si je fais bien. Bon, j'ai perdu pas mal quand même. Mhm. Mais est-ce que je garde la même unité de mise que j'avais depuis le départ? Ça veut dire s'il y a un bon good run, ben, je vais remonter rapidement. Ou est-ce que, sans attendre la fin de la saison, je réadapte mon unité de mise, mais après, je risque ça risque de pas être rentable par rapport aux Ouais, abonnements exact. que je paye, Exact. quoi. Alors, bon, déjà, les abonnements, n'y pense pas, parce que ça, c'est une mauvaise chose à prendre en compte, même si on pourrait le prendre en compte au final pour faire ces petits calculs et tout ça, c'est pas la chose la plus importante, on va dire. Maintenant, Vieri, ça fait un petit moment que tu le suis. Oui, Donc, est-ce que tu as remarqué, par exemple, qu'en janvier, il a changé sa manière de miser? oui. Ok, donc, à la base, quand tu doublais Vieri, il mettait 0,75% et toi, tu Mhm. mettais 1,5%. Mhm. Est-ce Ben, je que, mettais 2%. voilà. Et est-ce que maintenant, quand Vieri met euh, 1%, tu mets toujours 2%? Ah non, toi, Bah, tu mettais ouais. 2%. Ok, quand il mettait Ouais. 0,75, tu mettais 2%. Mhm. Ok, donc quand il met 1% maintenant, tu mets 2%. C'est ça. Ok, quand il met 0,5, tu mets 1%. C'est ça, oui. Ok, donc c'est correct. C'est très correct. Il y a des gens qui, quand on suivait Vieri, quand ils mettaient 0,75%, ils mettaient 1,5% parce qu'ils le Mhm. doublaient finalement. Et quand Vieri d'un seul coup est passé à 1%, ils ont commencé à mettre 2% pour continuer à le doubler. Mais en fait, quand ils doublaient à la base, ils mettaient 1,5% ces gens-là. Mhm. Donc en fait, quand il a augmenté sa mise Vieri, il fallait pas forcément le doubler pour eux. Mais toi, si tu mettais 2% à la base sur Vieri, eh ben, tu as bien fait de continuer comme ça. Alors, bien fait ou non, parce que ça, c'est les résultats qui vont le dire. Mais en tout cas, c'est dans une méthodologie qui reste logique, tu vois. Mhm. Ça veut dire que, bon, à la base, quand il mettait sa mise max, tu mettais 2%, et maintenant, tu es toujours à 2% sur sa mise max. Qu'elle soit de 0,75 ou d'1%, c'est pareil, c'est sa plus grosse confiance, et toi, tu investis 2% sur sa plus grosse confiance. Quand il met 0,5%, on est d'accord, tu mets 1%. Oui, c'est ce que je fais, oui. Et sur ces cotes, il y a la grosse cote de Vieri, est-ce que tu suis ça? Non, j'en ai pris quelques-unes. Ok. Mais après, je me suis dit, enfin, tout ce qui est
en test, en machin, j'arrête parce que Ok, d'accord. pourtant, bon, bah, malheureusement, Oui, oui, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, mais tant pis pour moi. ça a bien fonctionné et c'est pas grave Ouais. parce qu'il y a toujours de la méthodologie derrière. C'est-à-dire que tu as commencé, tu te dis c'est peut-être pas la meilleure solution. Et c'est très bien de s'être dit ça. Ouais, c'est très bien, hein, c'est Bon, vrai. malheureusement, ça a gagné derrière, mais c'est pas ça qui fait que, voilà, si autant t'aurais commencé à suivre et ça perd derrière, on aurait dit quoi? Eh bien, fallait pas suivre. Et si ça gagne, on aurait dit il aurait fallu suivre. Non, c'est en aucun cas ni l'un ni l'autre qu'il faut se dire. C'est voilà, tu t'es dit, et là tu t'es fait confiance, tu t'es dit voilà, j'attends avant de voir est-ce que ça marche ou pas. Mais c'est très bien, parce qu'au moins ça te laisse le temps de voir que ça peut marcher ou pas. C'est pas là ça marche pendant ce temps, mais peut-être ça marchera pas dans 2 mois, on sait pas. Donc finalement c'est bien de finalement jeter un œil dessus, plutôt que de s'être lancé et tout ça. Ça a marché, mais c'est pas suffisant pour être sûr que ça marche. Donc t'as bien fait non plus de pas te jeter là-dedans. Mais ce qui compte, c'est que les mises que tu as faites restent logiques. Donc jusqu'à présent, toi, euh, t'es plus ou moins t'es en déficit, ça clairement, d'après ce que Oui. j'entends. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais t'as quand même respecté, mine de rien, les mises. Donc tu as à chaque fois que Vieri a misé, tu as doublé à chaque fois. Donc à la base, tu mettais quand il mettait 0,75, tu mettais 2. S'il mettait 0, par exemple 5, tu mettais 1,25 par exemple, je sais pas, tu vois. Je mettais un. Ouais, tu mettais 1. Je Donc, mettais un, ouais. T'as combien de Typester? donc déjà, quand il Euh, mettait 0,5 et que tu mettais 1, déjà, ça c'était une erreur. Parce que quand il met 0,75 à la base, ça veut dire que tu aurais dû mettre 1,5. Tu vois. En fait, quand il met 0,75 et que toi tu mets 2, quand il met 0,5, tu dois mettre 0. Je pense que tu dois mettre 1,62% exactement. Tu vois, ce qui est que c'est la proportionnalité, tu vois, les Ah proportions oui, qu'on d'accord. apprend à l'école, tu vois. Ce qui va à proportion par rapport à la mise. Donc bon, ça c'est pas le plus grave non plus, parce que si les grosses mises, déjà, tu faisais pas d'erreur dessus. Est-ce que tu suivais que Vieri, TP et ou autre personne, et tu m'as dit que tu suivais beaucoup Au d'autres départ, personnes sur TP, j'ai suivi tout le monde. J'ai suivi tout le monde et après j'ai resserré et bon, la saison de football s'est arrêtée donc et après j'ai resserré, j'ai gardé pour le moment que Vieri. Mhm. Après j'en ai 6 en tout là que j'ai gardé. J'ai demandé des pronostics. Cullen, Ouais, Antoine Basket Cuts, ouais, très bon aussi. Banker Betts Ok, et je sais d'où il est, David mais je le connais pas. Ouais, Ouais. Et FBI, David ouais, Tenred. ouais. David Tanorel, qui est notre partenaire d'ailleurs, et qui fait ses propres pronostics. Et donc voilà, qui mise sur les Ouais. championnats de football avec des petites cotes, mais assez safe à chaque fois. Ouais. Et qui a fait Après, une. j'en ai suivi d'autres sur des petites périodes. Tu vois, j'avais pris Prono Matteo, mais ça, c'était au tout démarrage et Ouais, c'était. Euh, comment dire, enfin, il a fait des changements, mais pour moi, j'étais trop débutant pour comprendre, en fait, ouais. et assurer ses paris. Mhm. Euh, voilà, après, je Alors me moi, suis un peu dispersé. c'est quelqu'un que je conseille pas déjà pour nos Matteo. Ouais, je pense que tu t'es dispersé un petit peu dans le sens où tu t'es dit j'ai compris la stratégie et je vais aller prendre tel tipster parce que ça paraît bien, tel tipster parce que ça paraît bien. Et au final, j'aurai beaucoup de tipsters et s'il y en a un ou deux qui vont pas, ça va le faire, quoi. Logique de volume. Je me dis, Ouais, plus j'ai de petits tipsters, plus je fais du volume, plus du coup, si, enfin, je vais avoir, si le ROI il est bon, quoi, enfin, je vais dépenser, enfin, je vais accumuler des gains. c'est Mais ça. c'est pas si simple, quoi. Et non, c'est pas si simple parce que Mm. comme disait Ouais, Dorado au tout début, bah, tu peux y aller Dorado, c'est que plus t'as de tipsters, plus c'est bah, différent pour les mises. plus le niveau des mises, tu vas miser beaucoup plus et c'est plus risqué. Donc, Mm. je pense qu'il faut se limiter à voilà, 4, 5, 6 tapesters. Je pense que ça peut être bien à gérer au début. Mm. Mais après, ouais, déjà 10, c'est énorme.
10 à 1%, ça peut faire beaucoup, hein, surtout les week-ends quand ça bombarde. Mhm. C'est compliqué. Donc, Si on payerait pas les tipsters, on pourrait se dire, ben, on divise la mise en deux de chaque tipster, ouais. et c'est très bien. Mais le Ouais. problème, c'est qu'il y a toujours cet aspect de on paye le tipster, même si on le compte pas dans notre bankroll et qu'on le payerait à part même, ça servira à rien de payer un tipster à côté à 300 € l'année s'il nous rapporte rien, enfin. Mhm. Sur une année, on s'en fout, sur 2 années, on s'en fout, on parle sur peut-être 2, 3, 4, 5 ans par exemple. Si on pense que ce tipster-là, même si sur le long terme il va nous rapporter, au final, si on n'a pas la bankroll pour, ça sert peut-être Ouais. à rien de le rajouter en plus dans notre tipster. Mhm. Ouais, et je pense peut-être qu'il faut que j'arrive à terminer mentalement l'année avec les mises que j'ai mises et puis l'année prochaine changer ma stratégie. Enfin, je sais pas si faut que j'attende la saison prochaine, mais la saison prochaine, peut-être changer la stratégie, garder vraiment, euh, garder TP, garder des pronostics, QLN, les gens qui sont installés depuis très longtemps quand même, qui sont, Mhm. et puis adapter vraiment mes mises de sorte à ce que mentalement, j'ai pas ces montagnes russes, quoi. C'est, Ouais, euh, Ah, ouais. voilà, en ça plus, fait. enfin, quand tu prends sur le rugby, sur le basket, euh, c'est des cotes qui varient souvent entre 1,7 et 2. Il y a Ouais. une variance qui est quand même assez importante. Alors moi, je croyais avoir trouvé l'astuce en me disant, ben, je prends du basket, du foot, du rugby, enfin, du football américain, enfin, je mixe les sports avec des bons tipsters. Comme ça, la probabilité que tous les tipsters soient dans le dur en même temps, elle est faible, quoi. Ouais. Mais eh ben, c'est arrivé. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça Hein. peut arriver. Donc du coup, ben moi je pense que Dorado ça sera pas. Mais par exemple, si t'as un tipster comme Dédé, un tipster comme Kulen, un tipster comme Vieri par exemple, un tipster comme Dorado en plus, qui cette année fait un bon résultat et qui l'année prochaine devrait arriver avec des meilleurs résultats encore. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin par exemple, tu vois, Mhm. au départ. Tu vois, pour se dire, bon voilà, même si là maintenant t'es plus au départ, mais justement c'est ce qui te permet de te dire, voilà, je vais prendre plutôt tel ou tel tipster. Mhm. Ça te fait quand même 3, 4, 5 tipsters, 3, 4, 5 tipsters, on me disait Dorado, c'est pas mal. Mhm. Euh, Puis il y a des typesters qui sont là depuis longtemps, quoi. C'est voilà. ça. Mhm. Ça te laisse le temps de voir arriver aussi. Ouais. Mhm. En cas de bordel, ça te laisse le temps de pouvoir arriver les choses et d'anticiper. Euh, mais surtout, ça te permet déjà d'être sûr d'une chose, de jamais perdre ta bankroll, ça c'est méga important. Mhm. Ouais. Et en plus de ça, voilà, d'avoir le temps de pouvoir analyser chaque tipster, parce que si t'as 8, 9, 10 tipsters, tu vas te dire, putain, c'est lui qui m'a fait perdre, lui m'a fait gagner, après l'autre me fait gagner, l'autre me fait perdre, waouh, t'es un peu d'un seul coup déboussolé, et tu vas te dire, voilà, finalement, j'arrive même plus à me demander qui me fait perdre, qui me fait gagner, qui va être bon à long terme, qui va pas l'être, tu vois. Donc Mhm. ça peut être très compliqué. Pour moi, je pense que quand on débute, c'est bien d'avoir 2-3 tipsters à la base. Maintenant, tu as un peu plus d'expérience, c'est pas grave si tu en as 4 ou 5 non plus. Mais au moins de pouvoir te poser la question, voilà, comment ça se passe. Déjà, voir si toi aussi, tous les jours, on est d'accord, Dorado, est-ce que j'arrive à suivre ce tipster optimalement aussi? Mhm. C'est ça, hein. Mhm. Ouais. Est-ce que je suis pas obligé de me lever la nuit ou est-ce que voilà, à chaque fois Mhm. qu'il bête, c'est juste à chaque fois en plein en plein dans mon travail entre 15h et 17h, tu vois. Mhm. Ah, Est-ce que voilà, ils bêtent tout le temps peut-être à 8h du matin pour 19h le soir. Qu'est-ce qui va me ouais. convenir le mieux déjà? C'est Et pareil pour la NBA où imaginons que certaines personnes doivent travailler, commencent à travailler à 4 heures du matin, et ils doivent se coucher à 21 heures et que la majorité des bêtes peuvent tomber entre 21 heures et 22 heures. Bon, bah tant pis, la NBA, c'est pas pour moi, je vais trouver un autre typester. Mhm. Ou je vais suivre un typester sur le basket européen parce que c'est plus mes horaires, c'est ça. Mhm. etc. Ouais. etc. Ça, je comprends. Et après, tu vois, j'ai celui que je suis, la Banker Bet, donc fait partie Ouais, des tipsters qui sont conseillés par David. ouais. Banker Bet, pour moi, son service, vraiment, il est impeccable pour moi. Le truc, il arrive le matin par mail, il y a le bet à prendre, Ah, la cote moyenne, la cote ah, maxi où elle ah. se trouve. Par, Tu vois, par, par respect, les gars, juste par respect même pour David qui est notre partenaire, essayons de, voilà, de dire que
de parler d'un tipster qui est chez David Tenorel et pas du nom du tipster. D'accord, pardon. Ouais. Bah, non, c'est pas Ah oui, grave, hein, c'est pas grave. Ouais, je comprends. Ouais, Je non, pense comme ouais, ça parce que désolé. justement, ça peut mâcher le travail de David et que David, on le respecte énormément. Et voilà, sans pour vouloir mettre dans l'ombre le travail du tipster. Mais voilà, si beaucoup de gens connaissent ce tipster-là, c'est parce que David en parle. Et pour le connaître, en général, être chez David. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète. Mais voilà. Ouais, je suis que j'ai pas du tout fait attention à cette Pas du tout, notion, moi. mais ouais, je comprends. Pas du tout. Mais en Donc, tout cas, ouais. un tipster donc, qui est vraiment génial et qui se trouve donc, du coup chez David Tenorel, fait les choses méga bien et qui te plaisent à toi en plus. Oui. Voilà. Par contre, le problème, c'est que il traverse une période qui est difficile et depuis pas mal de temps, même s'il il a changé un peu sa façon de faire et tu vois, donc c'est par rapport à un tipster celui-là ou un autre, un service impeccable qui correspond bien à mes contraintes. Ouais. Mais finalement, c'est confort de le suivre pour moi parce que voilà, c'est facile, ça tombe au bon moment, etc. Et j'ai un moment donné, si le mec il n'arrive plus à être performant, Ouais. voilà, il faut que je. Tu vois, Alors, il y a deux choses d'une. Comme je dis toujours, et je sais pas si ça se dit, mais je sais que François Damien l'a sorti d'une de ses vannes. Donc je le sors. Il y a deux choses d'une. En fait, oui, évidemment, il peut te convenir à toi. Et en même temps, depuis combien de temps tu le suis, tu vois? C'est ça la question. Ça veut dire que je pense qu'un tipster comme David, il va se dire, voilà, moi je suis telle ou telle personne. Parce que je pense que, voilà, la question à se poser, c'est ça, et je le dis toujours, c'est si je suis ce tipster, est-ce que quand je gagne, il va me faire gagner? Si la réponse est oui, on est d'accord, déjà c'est bien. Mais si quand je perds, est-ce qu'il va me faire perdre beaucoup? Et là, faut trouver réponse à cette question. C'est quand je suis ce tipster, quand je perds avec lui, est-ce qu'il va me faire perdre beaucoup ou finalement pas grand-chose? Et si la réponse est, ben, quand je perds avec ce tipster, il me fera perdre un peu, mais si je gagne, il risque de me faire gagner pas mal, c'est un bon investissement, on est d'accord. Maintenant, si on se dit, quand je gagne, je vais gagner normalement, et si je perds, par contre, il peut me détruire ma bankroll. Et là, c'est une autre question à se poser. Il faut toujours se poser cette question-là dans le sens où, eh bien, si on le suit même 1 ou 2 ans, ça pourrait être très court terme face à ce tipster-là, en se disant, bah tiens, au bout de 2 ans, il m'a fait perdre pas grand-chose. Est-ce que j'ai été rentable? Non, c'est vrai, j'ai pas été rentable. Mais en tout cas, l'argent que j'ai investi, il n'était pas en risque, en fait. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que des fois, on veut pas se dire avoir les tipsters les plus rentables, parce que des fois, les tipsters les plus rentables, ils vont soit vous faire décoller la bankroll, soit vous la tuer. Et en fait, il faut faire la part des deux. Ça veut dire qu'il faut se dire, est-ce que ce tipster-là peut me faire décoller ma bankroll ou me la faire décoller un poil? Mais en tout cas, si je perds, il me la tuera pas. Et ça, c'est le truc le plus important. Alors, est-ce que BankerBet, il fait partie de ces gens-là? Est-ce que le tipster de chez David Tenorel, il fait partie de ces tipsters-là? Si ça se passe mal, il ne t'aura pas non plus tué la bankroll. Donc, si c'est le cas, ça n'a pas été un mauvais choix, tu vois? Parce qu'il y a pire comme choix. Et dans les cas où il gagne, il peut te faire vraiment avancer. Voilà. C'est toutes ces petites questions-là à se poser au bout d'un moment. Est-ce que tu vois où je vais en venir un petit peu? Oui. Oui, je pense que j'ai compris la notion. Ouais. Faire le rapport ratio gain-risque, quoi. Voilà. On appelle ça le risk-reward en américain. C'est-à-dire ce que tu investis par rapport au risque que tu peux avoir en retour. C'est-à-dire si tu investis 10 000 et que le risque en retour c'est de perdre les 10 000, le risk-reward est très mauvais. Par contre, si tu investis 10 000 et que tu peux perdre 1000 ou 1500, mais par contre sur une bonne saison tu peux gagner 3000, le risk-reward, donc le risque de ce que tu investis par rapport au retour que tu peux avoir, ben là il est très bon. Et voilà. Et tout va se jouer là-dessus. Et voilà, c'est vrai que vas-y, continue Dorado. C'est vrai que voilà, même si on a toutes des techniques tout faites dans les paris pour le suivi tipster, faut tout le temps se poser ce genre de questions-là. Et donc, cette théorie qu'on explique. Faut tester les tipsters dans un premier temps, voir comme tu dis si ça
ça correspond à notre style de vie, notre mode de vie, ça ne perturbe pas tout ça. Il faut adapter aussi, en fonction du nombre de tapesters, les mises. Et puis surtout, voir sur le long terme, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens vont suivre des tapesters qui sont plutôt sérieux, et puis même si c'est parfois inconscient, vont penser que c'est trop bien, on va gagner de l'argent entre guillemets facile, et on va pas faire grand chose, etc., etc. Et dès qu'il y a un premier coup dur, les désillusions qui arrivent, et généralement ils se posent des questions, est-ce que je vais continuer, je vais pas continuer, alors que faut voir sur le long terme. Mais le long terme, c'est même pas forcément une saison, parce qu'une saison, ça dure quoi, 6-7 mois. Bon, c'est quand même assez court, je trouve, mais au moins tester quelqu'un sur 2-3 ans, c'est très bien. Tester une année, puis après, si ça correspond, partir sur 2-3 ans, quoi. Et toujours se dire, s'il me fait perdre, est-ce qu'il va me faire perdre 10 unités ou toute la banqueroute? Si Et après, 10 unités, c'est bien. Un petit point qui est assez intéressant, que je pourrais donner en précision quand vous suivez un tapester. Donc ça, c'est plus facile à voir quand vous avez peu de tapester, c'est de voir si tous les mois, le tapester, il change plus ou moins sa stratégie. C'est-à-dire, si un coup, il va miser du 1% sur des cotes à 2, et puis après, un coup, il va faire des combos, mais il va miser 2%, et puis il fait que de changer comme ça, c'est que déjà, mentalement, il n'est pas bien. Et il faut peut-être commencer à songer à le laisser de côté. Et si jamais il est toujours sur son optique de même stratégie, 1%, même critère, même tout ça, c'est généralement bon. Après, s'il y a moins de pronos, ça peut être un signe de fatigue mentale, etc. Et donc le laisser tranquille le temps qu'il se ressource. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas que le tapester remette en question, en fait, à chaque coup dur, sa stratégie, quoi. C'est Ça peut être un petit indice quand vous testez un tapester de dire je vais continuer avec lui ou je ne vais pas continuer avec lui. Exactement. Et ça, tu parles en connaissance de cause, en plus de Bordeaux, parce que tu as été souvent à changer ta stratégie. Et donc, je fais souvent à ma stratégie pour être le maximum suivable. Et puis j'aimais bien tester pas mal de choses, hein. Enfin, tu me connais aussi. Oui, mais il y a aussi une période où tu étais un peu dans le dur. Ouais, c'est ça. Voilà, et où, du coup, il y a plein de gens qui t'envoyaient plein de mails et tout ça, et qui mettaient une pression énorme. Voilà. Et voilà, et tu as pu un jour en arriver à changer une stratégie par-ci, changer une stratégie par-là. Et au final, tu as bien vu à la finale que tu gagnais toujours de l'argent avec ta bonne stratégie, que tu n'aurais peut-être pas dû changer ça. Tout à fait. Et voilà, et c'est peut-être un conseil que tu donnes là-dessus, parce que... Ouais. Et puis c'est aussi important de laisser bosser ces tapesters, parce que c'est assez facile d'être influencé, en fait, surtout dans les périodes de doute, quoi. C'est ça. Plus votre tapester va douter, plus vous lui ferez encore plus douter, plus lui va douter, et plus ça va s'en ressentir sur vos résultats. On reste des humains, quoi. c'est ça, on reste humain. Et d'ailleurs, il y a toute une théorie dans les paris sportifs, voilà, qu'on parle tous entre nous, où vaut mieux envoyer un petit message de soutien à votre tipster sans parler des résultats, par exemple, pour leur dire ça fait tant de mois que je te suis et je te fais confiance et je te ferai toujours confiance, donc continue à miser comme tu fais. J'adore ton boulot, continue. La chance où les résultats vont finir par tourner, et ça, c'est beaucoup mieux tourner comme message que lui dire est-ce que t'as pas l'impression qu'en ce moment tu es en doute vu que tu as changé de truc et tout, machin, vous allez le mettre encore plus en doute, et ça, c'est vraiment la pire chose des choses, la pire chose à faire, parce que la personne normalement est censée maîtriser son sujet, et vous allez, mine de rien, parce qu'on est humain, le mettre en doute sur sa stratégie. Ouais, parce que je pense que beaucoup de suiveurs ne se rendent pas compte surtout à un moment quand on est très suivi, le nombre de messages qu'on reçoit chaque jour. Moi, je les lis quasiment plus, les messages, parce que soit c'est des insultes, soit c'est des messages assez sympas. Et généralement, je ne les regarde jamais avant d'avoir terminé toutes les analyses et d'être sûr de ce que je vais bet le soir même. Parce qu'avant, l'erreur que je faisais, c'était je me levais, j'avais toutes les notifications, donc bien sûr, ça s'apparaît sur le téléphone, tu vois les messages, des fois, ouais, fils de pute. Et puis dès le matin, ça plombe le moral, quoi, on va dire, et parce qu'on est quand même affecté, mine de rien.
même si aujourd'hui on en rigole un peu. Mais voilà, et tout de suite, ça t'attaque pas bien la journée en fait de la bonne manière. Donc du coup, tout de suite, ça va résonner dans ton esprit pendant tes analyses, tu vas te mettre la pression tout seul, etc., etc., quoi. Alors peut-être Donc, sur certains tipsters, ça va être plus fort que d'autres, et donc ça dépend des tipsters que vous avez choisis. Si d'un seul coup vous leur dites, voilà, est-ce que tu trouves qu'on n'est pas dans une période délicate en ce moment et qu'il vaudrait mieux pas sécuriser les analyses, par exemple, j'ai une connerie, ben là vous allez vraiment fragiliser votre tipster, donc la personne que vous payez et qui fait le travail à votre place finalement. et puis surtout que le typester, il sait qu'on est dans une période difficile. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de rajouter une couche pour mettre le couteau dans la plaie, quoi. Juste un message de soutien, et souvent ça va vous arranger pour vous et pour vos affaires, parce que ça va lui donner un petit coup de boost en général. Bon, maintenant, moi et Dorado, ça va, on est branchés là-dessus. Donc, vous pouvez nous envoyer n'importe quel message possible. Moi, je vous répondrai le jour où tu auras un bet bankroll, en tout cas un blog à bet, avec ta stratégie que tu es en train de me dire qui est meilleure et qui a des meilleurs résultats. Tu reviens me voir et il n'y a pas de problème. Sans laisse-moi faire mon travail. Bon, voilà. Bon, même si moi je suis plus spécialiste en suivi de tipster que être tipster. Mais bon, voilà, si vous énoncez un petit peu les problèmes que voilà, des fois vous allez peut-être gagner de l'argent à encourager votre tipster quand il est dans une période un peu mauvaise pour juste lui adresser un petit message de soutien plutôt que lui dire comment faire son travail. En fait, vu que vous le payez pour qu'il fasse son travail au final. Donc, dans les mauvaises périodes, envoyez-lui un petit message de soutien. C'est important aussi de donner notre retour de notre côté, puisque nous, on travaille et vous suivez. Donc, du coup, certaines personnes peuvent ne pas comprendre des fois nos réactions ou des choses comme ça. Et je pense que c'est important d'avoir une communication, de dire les choses, de dire voilà, nous, on ressent ça quand il y a ça. Et il n'y a peut-être pas besoin de recevoir 20 messages pour nous rappeler qu'on est dans une mauvaise période. On le sait. C'est ça. Et donc ouais, pour résumer un petit peu pour toi, Richard, voilà, pose-toi surtout déjà cette question. Est-ce que ce tipster peut me faire perdre toute ma bankroll ou non? Note-le ça, parce que ça, c'est le plus important. Ouais, j'ai noté apprendre la gestion du risque, je me suis noté. Voilà, donc, je vais essayer de développer la notion. Et du coup, de toute façon, il faut que... C'est le plus important, en réalité. C'est comme tout le reste, en fait. C'est-à-dire, je dois traiter cette question-là de manière méthodique aussi, comme le reste. Et si je le fais au doigt mouillé, bah, c'est pas bon, quoi. J'arrêterai des fois des tipsters alors qu'ils vont sur le long terme gagner, ou je vais en garder indéfiniment qui vont me faire perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est ça. Ok, voilà. Essaie d'identifier ce que quand ils vont te faire perdre, ils te font pas perdre grand-chose. Par contre, s'ils te font gagner, ils te font gagner. Voilà. Et donc, du moment qu'ils te font pas perdre grand-chose, ça reste très très bon. Parce que déjà, de ne pas faire perdre grand-chose, c'est très bien. Ne pas perdre, c'est bien. Et arriver à en faire gagner pas mal, c'est énorme. Mais par contre, arriver à en faire gagner pas mal ou en faire perdre pas mal, ça, c'est pas bien, par exemple. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller voir. Voilà, faire 50% en 2 ans ou tu perds 5-7% en 2 ans, au final, qu'est-ce que tu vas préférer, quoi? C'est ça. Et si tu as eu la chance entre-temps de pouvoir gagner plus 50%, ben, le choix il est vite fait. En fait, le fait de réduire en fait, les tapesters dans le sens où, comme dit Luigi, voir qui va te faire plus, qui risque de te faire perdre plus ou moins, ça veut dire que tu vas réduire ta marge d'erreur, et ce qui va permettre que si un tapester qui explose tout, au final, tu es quasiment void avec les tapesters qui te font perdre légèrement. Ou gagnant. Ou très gagnant. Ou très gagnant. Et du coup, ça te permet d'être en bénéfice à la fin de la saison, quoi. Comme dans le poker, on dit toujours que les jetons économisés sont plus importants que les jetons gagnés. Parce que finalement, quand on gagne, c'est facile. Tout le monde peut gagner. Mais quand on perd, c'est quand on gagne, on est content de gagner. On va toujours chercher comment gagner plus. Mais quand on perd, on est pas content de perdre, mais on va jamais chercher comment perdre le moins, en fait. Et donc, par défaut, moins tu perds, plus tu gagnes. Et d'où la phrase, l'argent pas perdu est plus important que l'argent gagné. C'est de l'investissement, de toute façon. C'est comme quand tu investis dans l'immobilier, il y a des endroits où tu vas acheter, tu vas te craquer, tu vas perdre de l'argent, et il faut essayer de trouver l'endroit où tu vas perdre le moins d'argent possible, et bien sûr, là où tu vas en gagner le plus. Donc,
C'est des stratégies à mettre en place petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain. Et en tout cas, moi je pense que tes typesters sont bons. Il Moi n'y a aussi. pas à aller, Moi y a aussi. pas à aller chercher et peut-être juste réadapter peut-être la mise qui est peut-être pas adaptée à ton mental pour le moment, j'en sais rien. Et puis peut-être, alors je sais plus les noms des typesters que tu as, mais est-ce qu'il y a des typesters comme a dit Luigi pourraient te faire perdre un grand nombre de tab et K Il a ou pas? QLN, DD et TP, et pour moi, voilà, comme j'ai dit toujours, Mais c'est Viry, je crois, c'est pas tout le monde. oui, en Ouais, Viry, Viry. mais Au bien départ, j'ai sûr. suivi tout le monde. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les tipsters qu'il a choisis, je veux dire, ouais, il y a peut-être des groupes où ils te diront, ben voilà, vu que, enfin, imaginons que tu es chez un groupe de tipsters pronostics qui est malhonnête, il va te dire, ah ben c'est bien de suivre Viry, mais QLN et DD, c'est pas bien, tu vois. Mhm. Ah, nous, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on vous a toujours dit qu'on essaie de vous tendre vers le mieux pour vous, et pas vous mentir. Et donc voilà, on met plutôt l'aspect humain et l'aspect du fait que vous allez réussir, plutôt que nous, les ventes qu'on va faire dans les abonnements, si on peut C'est parler ça. clairement, quoi. Voilà, donc évidemment, on va jamais vous dire non, faut pas les suivre DD, non, faut pas les suivre QLN, non, faut pas les suivre lui, faut bien suivre 4BK. Voilà, j'en sais rien, c'est un exemple. Parce que je veux dire, voilà, effectivement, tes tipsters sont très bons que tu suis, et on ne te dira jamais le contraire là-dessus. Donc, tu as quand même le bon choix, et je pense que voilà, tu vas en évoluant, tu vas dans le bon sens, en fait. Voilà, Mhm. Tu vas t'adapter, tu vas ajuster à ta manière c'est ça. et je pense que sur le long terme, ça sera payant. C'est ça. C'est que Ok, tu, merci. en tout cas, tu vas dans le bon sens. Merci. Mhm. Et Ok, t'as des tipsters, merci les gars. ben, les tipsters que tu suis, Antoine Vieri le suit, par exemple, tu vois. Donc, Mhm. tu vois, tout se rejoint au final, tu vois. Ouais, ouais. Dédé, tout le monde le suit, par exemple. Antoine, tout le monde aimerait le suivre, mais Mhm. il est limité, tu vois. Ouais. Lui, Donc, pour le choper, ouais, ouais, ça a été chaud. bah oui, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que, ouais, en même temps, si en même temps on te dirait, ouais, c'est pas des bons tipsters, même pas tu me croirais, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, tu me dirais, c'est des Après, il y a rigolos, tout. ceux-là. Mhm. Non, t'as vraiment les bons tipsters. En plus, c'est des tipsters que, ben, des parieurs qui essaient de vivre de ça, ou en tout cas d'en dégager un bénéfice, soit ils les suivent, soit ils l'ont dans le collimateur. Ça se dit pas comme Mhm. ça, mais ils l'ont dans le viseur. Dans le vide. Et du Après, ce coup, que je trouvais sur. Oui. vas-y, vas-y et termine. Ouais, je disais, ouais, ce que j'aime bien finalement, dans tous les tipsters que je suis, bon, après, QLM, c'est un peu particulier parce que Mhm. on n'a pas, enfin, mais c'est que la plupart, en fait, il y a souvent des explications pourquoi je pose ce bet, enfin, qu'on pose des équipes, donc je fais ci, je fais ça, tu vois, j'aime bien aussi quand même, en Ouais, temps, avoir les explications, quoi. Tu dis qu'il y a vraiment du travail derrière, quoi. ouais. Ça rassure, quoi, pour. Eh ben, c'est une connerie pour moi de faire Ah ça. ouais, c'est vrai? Ouais. D'accord. Tu sais pourquoi? Je vais faire Non, un dis-moi, cours je suis. là-dessus, ça va être un cours même pour les tipsters. En fin de compte, quand un tipster met un bet par jour, euh, il va pouvoir exposer son analyse, on est d'accord. Mhm. Donc il aura réfléchi à ce bet, il aura posé son analyse, et en plus il aura dû ben, décortiquer l'analyse et la poser d'une manière correcte, bien écrite, on est d'accord. Mhm. Donc ça le fait réfléchir, mine de rien. Et ça fait travailler une partie de son cerveau. Et une partie de son cerveau qui passe en surchauffe, en fait. Et là on passe dans du partie mentale. Ouais, Donc ça va. s'il fait un bet comme ça, il n'y a pas de problème. Il a déjà analysé le bet, il va poser son analyse. Mais maintenant qu'il a fait ça, il a le cerveau un peu cramé en surchauffe. C'est une petite partie du cerveau. Elle passe en surchauffe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, le phénomène, quand il va aller analyser son deuxième bet? Eh bien, comme il y aura une partie de son cerveau déjà en surchauffe, elle ne pourra pas travailler pour analyser son bet, cette partie du cerveau. Et donc, il n'analysera jamais le deuxième bet optimalement. Et le troisième encore moins. C'est le quatrième encore moins. Alors qu'en fait, il pourrait être beaucoup plus optimal, ne pas poser d'analyse, pour ne pas mettre son cerveau en surchauffe, et lui-même avoir analysé son bet et envoyé le bet. Parce que le bet sera beaucoup mieux analysé. Parce qu'il l'aura analysé à froid. Il l'aura analysé avec 100% de ses capacités. Mhm. Si son cerveau il est en surchauffe parce qu'il a dû prévoir de
te mettre voilà, l'analyse de telle façon, machin, te l'envoyer là, de l'envoyer au mail, de l'envoyer sur Facebook, de l'envoyer sur Twitter. Le cerveau il est en surchauffe. Eh bien, vu que le cerveau il est en surchauffe, il puise de l'énergie en fin de compte. Et donc, il va analyser son troisième bet de la journée. Le cerveau sera en surchauffe, il aura déjà puisé toute l'énergie. Et donc, le peu d'énergie qui va lui rester, il va lui servir à analyser ce qu'il veut analyser, mais il ne sera pas à 100%. Parce qu'il aura déjà grillé, en fait, l'énergie de son cerveau, au final. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça stupide. Mais en même temps, même les tipsters pros ne le savent pas, parce qu'ils ne prennent pas de coaching mental. Et donc, finalement, ils analysent quelque chose en ayant le cerveau cramé. Et donc, les parties de leur cerveau qui vont leur servir à analyser bien la chose sont déjà cramées. Voilà. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils seront jamais à 100% pour analyser le deuxième, le troisième, le quatrième bet. On appelle ça être dans son E-game, B-game, C-game, etc., etc., dans le mental et tout ça. Voilà. Donc, ça, et du coup, ça t'a aidé, Flo, parmi tous les infos qu'on a pu te donner? Bah, carrément, j'avais l'impression que vous parliez à moi. Ah bon, nickel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que Flo, t'avais un peu le même genre de question. Bah ouais, je me suis exactement le même problème que Richard, en fait. Ouais. J'ai failli faire banqueroute, j'ai fait un petit peu le tri dans mes tipsters. Et puis voilà, je patiente et puis ça va bien remonter. Et on a été derrière avec TP, on t'a offert 2 mois en plus. Personne ne sait ça, on l'a jamais dit. On t'a fait un petit cadeau parce qu'on sait que t'es ultra motivé. Ouais. Et voilà, et on pense toujours à nos membres. Et voilà, on a senti un peu Flo un peu dans le mal, et ce qui est normal. Hein. On lui a quand même offert 2 mois en plus. Bon, c'est rien, hein, mais c'est toujours un petit geste. C'est un petit geste, ouais, c'est voilà. Et ça fait plaisir à Flo, ça nous fait plaisir à nous aussi, parce qu'il est ultra motivé depuis le début. Même si, évidemment, des fois, il pose des questions. Beaucoup trop de questions sans vouloir chercher. Ça, on lui dit aussi, c'est une chose qu'il doit améliorer aussi. Mais ici, maintenant, qu'est-ce que tu aurais, toi, rajouté, Flo, par exemple, avec tout ce qu'on a dit, tout ça, parce que ouais, ça se rapproche, effectivement, Dylan, ça se rapprochait un peu, mais c'était pas tout à fait ça non plus. Mais toi, bon voilà, on a répondu déjà peut-être aux 3/4 des questions que tu aurais voulu poser. Est-ce que déjà ça t'a plus avantagé de comprendre tout ça? Et est-ce que peut-être tu as trouvé d'autres questions en entendant tout ça ou d'autres choses? D'autres questions, non, mais je pense que le mental, on sait que c'est important déjà. Et je pense que c'est important de se détacher des résultats. De plus en plus, c'est ce que j'essaye de faire en fait. Aussi même que je gagne ou que je perds, de pas y penser, pas y regarder. Et voilà, déjà faire ça. Et surtout que quand on perd, c'est quand on a tout perdu déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, on n'a jamais perdu en fait avant de perdre. Après, pas être impacté au jour même, quoi. Je veux dire, que tu fasses plus 500 € ou moins 500, on s'en fout en fait. Ah ben, complètement. Ou à long terme, donc du coup, les journées, c'est pas très représentatif, quoi. Après, peut-être être un peu plus large en termes de buy-in, en termes de unité, quand on ne sent pas trop. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un a 10 000 € et que 100 € l'unité c'est trop pour lui, peut-être qu'avec 10 000 €, il vaut mieux qu'il joue avec 70 € l'unité. Voilà, ça fera 130 unités au lieu de 100. Après, je pense que c'est ça aussi. J'ai trop misé d'un coup, en fait. Peut-être, oui, parce que quelqu'un qui passe de 100 unités à 60, c'est peut-être catastrophique pour lui. Mais quelqu'un qui passe de 130 unités à 90, ça l'est peut-être moins. Après, c'est souvent le problème de beaucoup de suiveurs. Hein. Généralement, les retours qu'on peut avoir, c'est qu'ils ont trop misé par rapport en fait à leur mental actuel. En fait. Et après, ton mental, il s'améliore, donc tu peux monter petit à petit, tu vois. Et les connaissances aussi, parce que quand on commence au début, évidemment, quand on a 1000 €, on a envie que 1% ce soit 10 €. Mais quand on a 10 000 €, on n'a pas envie que 1% ce soit 100 €. C'est pour ça, je pense que, même si c'est peut-être con ce que je vais dire, mais plus tu as une bankroll importante, plus c'est facile de gérer mentalement. Ben non.
Non, c'est le contraire. En fait, si à chaque fois que 1% c'est vraiment 1% de ta bankroll, c'est faux. Maintenant, Oui, c'est quand tu as 100 000 euros. C'est quand tu as 100 000 euros. Une unité pour toi, c'est 200 euros. T'es tranquille. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile pour moi. Ouais. Mais en fait, c'est que peut-être c'est plus facile parce que tu peux te permettre de réduire entre guillemets les mises et prendre un risque tout en faisant du bénéfice. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Mais Voilà. mettez-vous toujours en tête, est-ce que quand j'ai par exemple 5 000 euros, si je perds 30 unités qui peuvent être perdables finalement, est-ce que je suis capable de passer de 5 000 euros à 3 000 sans avoir un bout au cœur? Si c'est pas le cas, eh bien, quand vous avez 5 000 euros, une unité, c'est pas 50 euros, ce sera 25 euros. Et au lieu de passer de 5 000 à 3 000, vous passerez de 5 000 à 4 000 dans les pires périodes. Et dans ces cas-là, ce sera pas grave. Et c'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Il faut penser toujours à ce que tu peux perdre parce que tu peux gagner. Ben, bien sûr. Et en fait, un peu comme dans tout investissement, comme disait Dorado. Ben, oui. Et puis, il faut pas se dire parce que tout le monde met 1% de sa bankroll que c'est le cas pour tout le monde que c'est bien. Je vais vous dire un truc qui va peut-être beaucoup vous aider. Dans le poker, par exemple, quand on joue au cash game, on joue avec 1% de bankroll. Mais quand on joue en tournoi, eh bien souvent on se dit qu'il y a plus de variance et on joue avec 0,5% de bankroll. Donc au lieu d'avoir 100 unités, on en attribue 200. Est-ce que peut-être au bout d'un moment, quand vous vous dites c'est trop dur pour moi, j'ai perdu trop d'argent ou alors j'ai l'impression que je vais tout perdre, je vais arrêter tout ça, est-ce que peut-être l'idée c'est pas de jouer avec 200 unités au lieu de 100 ou 150 au lieu de 100 ou 130 au lieu de 100? Mais ça, faut trouver au bout d'un moment. Nous, on peut pas vous le dire parce que ça dépend de chacun, ça. On n'est pas dans votre tête, en fait. C'est ça Voilà. le délire. En standard, 100 unités, c'est ce qui convient à peu près à tout le monde. Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas 100 000 euros de bankroll. Si maintenant vous aurez tous 100 000 euros de bankroll, évidemment, 100 unités, ça conviendrait à personne. Si vous avez 100 000 euros de bankroll, vous ne miserez pas 1 000 euros par pari, mais plutôt 500, on est d'accord? Tout à fait. Voilà, vous ne direz jamais je vais miser 1 000 euros et si je perds 20 unités, 20 000 euros, tranquille quoi. C'est impossible, dans la tête c'est pas bon. Mais pourtant on est sur du 1% et on respecte les bases. Mais là c'est différent, vous avez 100 000. Donc tout dépend de où on en est en fait. Donc si vous avez 100 000 euros, évidemment vous allez jouer avec 200 unités ou 150. Mais si vous jouez avec 200 unités, au lieu de miser 1000, vous allez miser 500. Vous perdez 20 unités, vous avez perdu 10 000 sur 100 000. Et non 20 000 sur 100 000. Et donc ça va être un de vos plus gros swings, et en plus vous arrivez à l'accepter. Oh, un de mes plus gros swings, c'est de passer de 100 000 à 88 000, ça va. Mais c'est un de vos plus gros swings, c'est de passer de 100 000 à 77 000, c'est peut-être moins bon. Et donc on va calibrer un petit peu, voilà, le nombre d'unités par rapport à notre bankroll, suivant le swing qu'on accepte au final. Si on a 1000 euros, quand on a 1000 euros et qu'on passe à 770, c'est pas très grave. Mais quand on a 100 000 euros et qu'on passe à 77 000, ça l'est. Et pourtant, c'est la même chose en termes d'unité. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet aspect stratégique-là à travailler. C'est même plus au bout d'un moment. J'ai l'impression que vous comprenez maintenant comment trouver un tipster, comment savoir qu'il est bon. Vous arrivez à comprendre maintenant qu'il faut continuer à le suivre si on l'a choisi à part exception. Donc vous avez tous ces concepts-là. Mais maintenant, peut-être le dernier concept à comprendre, c'est comment calibrer notre propre mise aussi. C'est ça. Parce que si vous avez ce problème-là de vous dire j'ai peut-être trop perdu là, et à un moment ça m'a mis dans la merde, ou à un moment ça m'a vraiment dérangé, et ça faut pas se le cacher, parce que voilà, il y en a beaucoup qui se le cachent, mais des fois on vit tous les jours, on a envie d'être bien avec notre entourage et tout ça, et mine de rien, quand on perd dans les paris, on n'est pas nous-mêmes vis-à-vis des gens qu'on côtoie tous les jours. Et donc même ça aussi c'est très chiant.
Et ça passe par aussi le calibrage de cette mise-là, en fait. Parce que si vous avez perdu ce que vous vous attendiez à perdre et que vous êtes prêt à perdre, ah ben, il n'y a aucun problème dans votre tête pour vous. Donc il n'y aura aucun problème dans votre vie de tous les jours quand vous voyez votre belle-mère le week-end. Vous ne serez même pas énervé de ça. Alors qu'autant vous voyez votre belle-mère le week-end, vous avez perdu 30 unités et ça vous a détruit. Vous serez plus vous-même et les gens vont s'en rendre compte même. Et en plus, ils vont vous dire que ben, c'est peut-être les paris qui te rendent comme ça. Et ça va t'énerver encore plus. Et ça va t'énerver encore plus. Tu vois, il y a tout ce délire-là à gérer derrière. Ouais, y a tout l'à côté en fait qu'on se rend pas compte, mais qui peut être influence. Après, tu vas arriver au boulot, tu vas être énervé, tu vas envoyer chez, je sais pas moi, ton patron ou un collègue, et puis ça va mal se passer, et puis voilà, et ce sera au final à la base entre guillemets de ta faute, quoi. Et de cette Parce que petite t'as mal géré stratégie-là. l'émotion, et de cette petite stratégie-là, ça peut engendrer plein de conséquences derrière en fait. C'est ça. Alors que toi, en plus, tout le monde le sait, c'est ça le pire. Mais c'est qu'on va tous vouloir gagner trop vite d'entrée aussi. Puis en même temps, on est dans notre truc, on est dans notre trip, on est enfermé dans notre bulle et on ne prend pas forcément le temps de prendre de la hauteur sur tout ça, quoi. Là, on est à froid, on a le temps de réfléchir. Et surtout, si on se dit on a 10 000 et on préfère miser les mises plus chères d'entrée et on se fait croire en plus que ben, si ça se passe mal, c'est normal, c'est la variance, on aura le mental, on est dans les paris, c'est faux. Parce que si on a 10 000, on est d'accord de gagner 1000, mais on n'est pas d'accord de perdre 2000. On va pas être bien. Et donc cette stratégie-là encore permet de préserver de ça. C'est-à-dire que tous, on va se dire au début, oui, on espère tous mental. C'est mental, hein, c'est dans le subconscient, on va se dire, ça va commencer bien. Vu qu'on fait bien les choses, autant ça va commencer bien. Mais si ça se passe mal, on perd 2000. Si ça commence bien, on gagne 1000. Est-ce que autant vaut mieux que ça se passe mal, on perd 300, et si ça se passe bien, on gagne 100. Il y a tout un équilibre à faire et à se calculer, voilà, quand ça se passe mal, combien je vais perdre au maximum, quel impact ça va avoir sur ma vie, sur mon quotidien aussi, et quand je gagne, est-ce que ça me suffit aussi de gagner si peu? Est-ce que ça me satisfera? Ou est-ce que si je gagne plus, ça va mieux me satisfaire? Par contre, si je perds, je serai pas content. Donc il y a toutes ces petites choses à calculer aussi, à noter. Dylan, t'es là? Dylan? Ouais, je suis là. Ouais. Yeah, elle est là, Dylan. Et toi, est-ce que tu avais autre chose à nous demander ou pas? Oui, mais ça avait complètement rien à voir. Ah mais c'est ça qui est bien, parce qu'on a fini juste avant avec ce qui... Et je pense qu'on a bien fini en plus, Dordo. Ouais, je pense que ça bien. On a fait le tour, je pense, de la question et je pense qu'on va pouvoir passer sur le cas de Dylan. Dites-nous, Flo et Richard, si on a bien vraiment répondu et en tout cas qu'on a réussi à vous faire comprendre ce qui était important, parce que des fois d'aller dans des termes trop techniques, ça sert à rien. Mais le fait de pouvoir faire comprendre à la personne, c'est beaucoup mieux. Pour moi, oui, très bien. Ouais. Ça m'est très utile et je pense que j'ai compris. Après, à moi de bosser et d'approfondir. D'approfondir et de se demander plus, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, qu'est-ce qu'on est prêt à gagner, et de faire ces choix-là par là. Mais des fois, ça sert à rien en plus d'aller dans des termes plus techniques, parce que les gens ne comprennent pas, et c'est en parlant plus simplement que vous comprenez. Et là, toi, t'as compris, et toi, t'as compris, Flo, je pense aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah déjà, c'est bien. Bon, on va voir avec Dylan ce que lui a à nous dire, ça peut être très intéressant aussi. Dylan? Oui. Ben, dis-nous ce que toi, t'as envie de nous dire, ou voilà, ce qui te passe par la tête, ou voilà, si t'as noté des questions ou autre. Si t'en avais pas, dis-nous-le aussi, c'est pareil. De toute façon, j'ai une question. Vas-y. Par rapport à un tipster que j'ai vu sur Twitter, mais qui a un bilan Blogabet, tout ça. Bon, je ne suis pas personnellement, mais il insiste beaucoup sur les closing odds, en fait. Ouais. Et j'aimerais savoir quelle est l'importance justement de la closing odd. Ah, les closing odds, ça veut dire les codes de fermeture. C'est ça. Alors pourquoi il insiste là-dessus? La question, c'est pourquoi il insiste là-dessus? Pour quelle raison? Ouais, il est tout le temps insistant là-dessus, et
par rapport à la value, justement, parce qu'à partir du moment où il prend une cote, et si pour lui, la cote descend, c'est que la value était bonne, et que si la cote monte, ça veut dire qu'il a peut-être pas forcément pris au bon moment ou que la value n'était pas forcément présente. Ça a une bonne part de vérité, c'est vrai. Et dans quel sens il explique ça? C'est-à-dire, bon, voilà, c'est-à-dire qu'il prend une cote à 2,30 et au final, en fermeture de marché, elle est à 2,20 et lui, il pense que c'est bien pour lui. Alors, C'est ça, pour lui, il a trouvé la value et sur le long terme, il sera forcément gagnant. ouais, ça a du sens. Et tu penses qu'il pense ça pourquoi, lui, exactement? Est-ce que tu as déjà posé cette question? Non, je vais pas parler personnellement, c'est que je suis par curiosité Et c'est et qui que qui j'ai dit ça? aperçu ça justement. Comment? Et c'est qui dit ça? Rago Betting. Rago Betting? Ouais. Ok. Je le surveille moi aussi. Ah, vous le sauriez, et moi je le connais pas, c'est normal ça. Moi non plus, je le connais pas. Alors, on est tellement occupé Et voir. à essayer de nous faire progresser qu'on se rend même pas compte qu'il y a des gens qui... C'est un joueur de poker apparemment, non? Je crois qu'il a fait du poker, Ouais. Il a fait du poker, lui? il me semble. Ouais, je le défonce. Non, je rigole. C'est qu'il offre 1 € sur Parion Web. Ouais, après, il a une affiliation Alors, pour ben, des boucs Argel. ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir répondre à ta question En intégralement. plus, il a un blog à bet pas dégueulasse. Hein. Ah ben, c'est magnifique alors, mais déjà il se pose une très très bonne question et en plus il a vraiment raison de se poser cette question-là. Et c'est vrai que c'est assez technique et je vais vous expliquer ça avec les bons mots et vous allez le comprendre. En fin de compte, pourquoi donc voilà, comment il appelle ça lui, les closing odds? C'est ça. Voilà, donc ça veut dire les codes de fermeture. En réalité, en fait, il y a une théorie qui s'appelle la loi de la masse dans les paris sportifs. Et donc, les books commencent à sortir leurs cotes avec très peu de liquidité. Et ils laissent les gens miser un petit peu. Avec très peu de liquidité, du coup, ce qui leur permet d'ajuster leurs cotes. Par la suite, ils augmentent les liquidités, ils laissent toujours miser les joueurs. Et donc, la loi de la masse va faire que la plupart des gens en moyenne ont raison sur l'événement qui va arriver en fin de compte. Donc, à la fin et donc aux fermetures des cotes, en général, les cotes en moyenne, attention, en moyenne, elles sont ultra bien calibrées et il y a plus de value dessus en moyenne. Et donc, évidemment, si à chaque fois vous avez une cote en dessous que la cote de fermeture, ben en général, vous avez raté la value, voire si vous avez pris à la même cote que la cote de fermeture, vous avez ce qu'on appelle une chose EV0, ce qui veut dire rentable ni pas rentable au long terme, donc EV0. EV-, ça veut dire que vous aurez une cote, finalement, vous l'aurez pris plus bas que ce qu'a été la cote de fermeture. Donc finalement, on peut parler d'une cote EV-, parce qu'en moyenne, ce ne sera pas rentable. Par contre, si la plupart du temps, vous avez une cote plus forte que celle qu'elle est en fermeture de marché, eh bien là, c'est que vous avez pris un value bet en moyenne. Ça ne veut pas dire que c'était un value bet. Imaginons que vous avez pris Rennes remboursé si nul à 2,80 et en fermeture de marché, elle est à 2,70. Autant, c'était pas value bet. Mais en moyenne, comme les codes de fermeture, donc les closing odds, plus vous avez une cote haute par rapport au closing odds, donc au code de fermeture, plus haute quand vous l'avez pris, plus vous aurez de chances d'être rentable au long terme. Voilà. Parce que plus vous avez des cotes plus hautes que la fermeture de marché, plus vous aurez de la chance d'être rentable. Pourquoi? Ben parce que les cotes en fermeture de marché reflètent réellement, en moyenne, le niveau du marché. J'espère que vous avez compris ce système-là. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette loi de la masse, de cette stratégie-là ou autre chose? De base. Brièvement, mais là justement, suivant ce tipster, lui est sur cette stratégie justement. Et... Voilà.
Je voulais en savoir pourquoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des bons coachs et que peu importe la question que tu leur poses, ils sauront toujours te répondre là-dessus. Et ça, c'est génial. On est d'accord? Parce que ça, Exactement. oui, parce que ça, c'est une question que autant les gens te apprennent à faire du tipster et il te dit, voilà, tu me poses cette question, il va te dire, j'en sais rien moi de tout ça, tu vois. Et l'avantage d'avoir des bons coachs, c'est que peu importe la question que tu lui poses, en général, il a la réponse. Et là, moi, ma réponse, ça va être que cette personne-là qui fait ça a déjà une technique, une façon de bet, une méthodologie. Déjà, c'est bien. Et en plus, il comprend ce qui se passe sur les bookmakers et de la façon dont c'est coté et tout ça. Donc, il a une bonne avance par rapport à beaucoup de tipsters qui ignorent ça, en fait, finalement. C'est clair. Ouais. Parce que là, ce que tu es en train de me parler, je pense que la plupart des gens qui écoutent, jamais ils en ont entendu parler. Est-ce que tu es conscient de ça? Donc, c'est-à-dire que cette personne-là, déjà, est passionnée de paris sportifs. C'est pour ça que je te disais que c'était l'un des seuls avec qui j'ai vu ce terme. Ouais, mais c'est ça. Mais parce qu'il y a peu de gens qui comprennent ce truc-là, et voilà, il y a des gens qui sont passionnés, qui comprennent ça. On pourra en parler. Moi, j'en parle avec des gens en parlent avec moi. On parle pas que de ça, vous savez, on parle de tonnes de choses que même pas vous imaginez. Parce que on peut pas tout vous dire nous, alors que vous débutez, sinon ce serait du chinois pour vous, tu vois. Ouais. Si vous serez arrivé d'entrée, je vous aurais dit voilà les closing odds, imaginez que là machin, vous aurez dit qu'est-ce que tu racontes? On est là ici pour faire du suivi tipster, Luigi. Dorado, arrête-le. Mais voilà, c'est qu'il y a plein de stratégies. Vous imaginez là ce qu'il a dit Dylan, c'est un truc que est-ce que tu en as déjà entendu parler dans une vidéo de ça? Ça me dit rien. Non, voilà. Et pourtant, tu nous en parles, on est capable de te répondre, tu vois. Mais on n'en a pas entendu parler dans une vidéo autant que toi, tu vois. Et comment on a fait pour faire ça, moi et Dorado? Comment on sait ça, moi et Dorado? Vous êtes informé. On est informé, on parle avec des bons gens. Quand on arrive vers ces bons gens-là, on a des questions, les gars. Et c'est là où on va en venir, moi et Dorado, pour clôturer ça. C'est que c'est pas normal quand vous êtes autant motivé que ça, de ne pas avoir de questions pour nous. Même si vous êtes arrivé avec chacun un truc, faut avoir des questions. Faut essayer de vous poser des questions. Tiens, à chaque fois je note, tiens, mais pourquoi ça? Vous aurez avancé beaucoup plus. Pourquoi à un moment, tiens, j'ai voulu prendre ce pari de tipster là et je me dis qu'il vaut mieux pas que je le prenne par rapport à l'info que j'ai. Une connerie. Même si on vous engueule que c'est pas bien ou bien. Vous montez la question, vous aurez dû avoir beaucoup plus de questions que ça. Pourquoi nous on sait tout ça? Pourquoi à chaque fois vous nous avancez un bon truc, Dorado? Pourquoi on le sait? Pourquoi on sait répondre? Parce qu'on s'est formé, simplement. On s'est formé. Et surtout pourquoi? Parce que quand on voulait se faire former, on n'allait pas vers une personne pour se faire former sans question. Et si ça fait 2 mois qu'on attendait de se faire former par cette personne-là, on n'y allait jamais arriver sans question. Et là, c'est pour ça que moi je pousse mon coup de gueule et que je vous engueule avec Dorado. Parce que vous aurez dû avoir des questions en plus, les gars. C'est pas pour vous engueuler vraiment, mais je vous engueule quand même vraiment. Pour votre bien en vrai. Pas parce que moi j'ai la science infuse, ni parce que Dorado a la science infuse. On fait probablement des tas d'erreurs. Et peut-être vous en ferez des erreurs que nous on fait, vous les ferez pas. On s'en fout, on n'est pas là pour montrer qui a la plus grosse ou non. On est là juste pour essayer de vous donner le petit coup de pouce qui va vous faire avancer. Et quand on est vraiment passionné par un truc, et vous l'êtes, on le pense avec Dorado, parce que justement on a essayé de faire ça en privé ce soir. Voilà, parce que déjà vous étiez les plus motivés, on a envoyé des messages aux plus motivés depuis le début. Puis en plus même, on vous sent plus à l'aise en privé que sur YouTube en vrai. Par exemple, voilà, on s'est dit aussi peut-être qu'ils pourraient poser d'autres questions, parler de choses qu'ils n'oseraient pas dire peut-être en live, on ne sait pas, tu vois, des fois. Les gens n'osent pas dire des trucs en live ou quoi, parce qu'ils se disent, ma question peut paraître bête ou quoi. Mais en fait, on fait ça parce qu'on se dit, voilà, c'est les gens qui ont le plus besoin de progresser, et c'est ceux qui veulent le plus progresser. Mais pourquoi, les gars, vous n'avez pas noté des questions? C'est impossible, ça. Maintenant, trouvez-moi, je vais vous laisser 20 secondes, et trouvez-moi en 30 secondes, vous allez me trouver un truc qui va finalement dire que notre théorie est pas bonne. Ça veut dire, vous pourrez nous dire, pourquoi on n'a pas noté de questions? Parce que.
En fait, pourquoi vous n'avez pas noté de questions? Au final, est-ce que vous... Même répondez-moi juste par cette question. Est-ce que parce que vous ne saviez pas que ça aurait été plus prolifique de réfléchir comme ça et que vous êtes là guidé pour être... je sais pas comment, c'est beaucoup trop long de dire ça. Là. Mais à quel moment vous vous êtes pas dit, il faut pas que à chaque fois que j'ai une question, je la note parce que je veux progresser? C'est quoi qui s'est passé dans votre tête en fait? Moi, franchement, j'ai pas de contre-argument. Tu as raison. Voilà. J'ai pas de C'est contre-argument. le bon argument. C'est le bon argument en vrai. C'est le bon argument. C'est qu'il n'y a pas de contre-argument et que j'ai raison. Tu vas le dire. Même si j'ai pas la science infuse, c'est la bonne réponse en réalité. Mais tu vois, Vous pouvez avoir un petit carnet pour dès que vous avez une question, hop, je la note. Prochaine fois qu'on est en coaching, je la pose et voilà quoi. Ou un truc sur votre ordinateur, un Word ou une connerie comme ça. Moi, le pire, c'est que j'ai un petit cahier en fait. Et tu vois, quand on fait les séances de coaching, j'ai mon cahier, je prends les notes, etc. pour pouvoir y revenir. Donc, ça va avec le reste cette sensation d'avoir un peu perdu pied, perdu le fil, quoi. Voilà. Mais du déjà, coup, c'est bien. mais déjà, tu as mis ton ego de côté en disant il n'y a pas de contre-argument et tu as raison. Et ce qui inclut, on est d'accord, que dans l'avenir, peut-être pas pour la prochaine séance de coaching, parce que peut-être tu vas pas y arriver. Tu vas essayer, ce sera pas faute d'avoir essayé ou pas. Mais en tout cas, dans l'avenir, dès que tu pourras, tu noteras toutes les questions que tu te poses. On est d'accord? Oui. Voilà. Ben déjà, c'est une bonne chose. C'est la cible. Voilà. Donc, ce qui inclut ça, au final. Et pareil, Dylan et Flo, comment il se fait qu'aujourd'hui, alors ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de coaching, vous arrivez sans réelle question, ou sans 4-5 questions. Parce que je vais vous dire un truc, moi, quand j'étais dans le coaching, ou quand moi j'allais chercher du coaching, quand j'appelais la personne, quand j'allais avoir la personne au bout du fil, j'avais plus de questions qu'il voulait en répondre. Même quand j'ai vu Dorado pour la première fois, il peut vous le dire. C'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qui explique ça, les gars? Par exemple, toi, Dylan, tu n'as pas de questions par rapport à tes pronostics, comment on gère ça, comment on fait ci, ou je sais pas. Si, j'allais justement en venir. T'avais une question? Bah, c'était pas une question, mais c'était sur. Ouais, si, c'est une question. C'est parce que, on va dire que ce mois-ci, je suis sur. Je dirais pas un good run, mais disons que je suis sur une très belle réussite. Et en fait, une question que je me posais, c'est. Ou que j'ai un peu peur, en fait, c'est pas de m'enflammer, mais un petit peu quand même. Mais c'est aussi le fait d'avoir des bons résultats, d'avoir peur de soit trop me motiver et de prendre trop la confiance et de prendre des bêtes que j'aurais peut-être pas pris habituellement, ou si jamais je prends des bêtes et que cette fois-ci ça fait la démarche inverse, donc je reviens sur des mauvais résultats, j'ai peur de vouloir forcer un peu les choses et je me pose des questions sur ça, quoi. Finalement, est-ce que vu que tu étais en confiance, tu as pris des bêtes que tu n'aurais pas pris, et si ça se passe bien, tu vas te poser des questions si tu avais bien fait de le faire ou pas. C'est ça. Et au final, peut-être tilter. Voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Ah ben, il y a deux choses d'une, déjà. Parce que Fred François disait toujours ça, il y a deux choses d'une. Aujourd'hui, j'utilise cette expression. Vieri dira toujours un truc qu'on dira le contraire, moi et Dorado, mais finalement, Vieri a raison. En fait, quand vous êtes en confiance, c'est peut-être le seul moment. Ça veut pas dire que c'est le bon moment, en tout cas, où c'est bien à faire ou non. Mais c'est peut-être le seul moment où on peut prendre un risque sur certains bêtes. Parce que s'il passe pas, vous êtes dans une bonne période, ça va être moins dur mentalement. Mentalement, ouais. Si vous êtes dans une période catastrophique et que vous tentez d'un seul coup un bet ou deux nouveaux bêtes que vous n'aurez pas tenté et qui passent pas, là ça va être compliqué. Ça veut dire que vous avez fait de la merde et tout ça. On est d'accord? On est d'accord? Ouais, c'est sûr. T'es dans une mauvaise période, tu tentes un ou deux bêtes nouveaux, tu vas te dire, j'aurais pas dû les tenter. Tu vois? Mais c'est bizarre, parce que finalement,
Si tu es dans une bonne période et que tu profites de cette période-là pour tenter un ou deux bêtes nouveaux, s'ils passent pas, qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, que j'aurais pas dû le faire. Non. Non, tu vas dire que c'est pas grave. Eh, tu vas dire c'est pas grave, j'étais dans une bonne période, j'ai tenté. Ah, j'ai tenté, C'est pas j'accepte. catastrophique pour mon bilan, tant mieux. C'était le mieux à tenter à ce moment-là. Et c'est là que c'est important d'avoir une stratégie, une clarté, savoir une méthodologie, savoir où tu vas. Et pas comme beaucoup qui sont là, ah tiens, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et puis faire plus au feeling qu'autre chose. Parce que quand tu as une méthodologie bien précise, tu as juste à t'y tenir, quoi. En fait, Tu ce vois? qu'on essaie de vous dire, c'est que même si en pratique, en théorie, il faudrait pas, parce que ça va mieux, tenter un bet, parce que la théorie nous dit de pas le faire. Mais si nous démange l'envie de le faire, en pratique, on peut le faire. Pourquoi? On peut le faire quand on est plus dans une meilleure période. Pourquoi? Parce que si ça se passe mal, ça impactera pas notre mental au final. Donc autant tenter quand ça va bien, parce que ça impactera pas notre mental. Que si on tente quand ça va mal, et c'est ce que souvent font les gens, ils disent tiens ça va mal, je vais tenter un coup de poker. Mais là c'est catastrophique, parce que si ça passe pas, c'est encore pire pour le mental. Je pense que quand tu es dans une période négative, il faut laisser passer l'orage et attendre la fin de la tempête, quitte à peut-être parier moins, etc., ou prendre un peu plus de recul. Des fois, on a juste besoin de souffler un peu parce que le rythme il est intense, prendre un petit break et puis d'un jour ou deux, faire autre chose, penser à autre chose et repartir de plus belle. Et quand tu es dans une bonne période, bah, continue à surfer sur la vague, quoi. Essayer d'en profiter au maximum, même si tu vas te casser la gueule parce que bah, tu as pris un petit peu plus de risques sur cette vague, tu vois. Mais au moins, tu vas être content parce que tu auras bien surfé, quoi, tu vois. Ceci peut être une métaphore intéressante. Exactement, mais c'est grave. Ça change de la pizza, quoi. En gros, tu vas pas te tenter un double backflip sur les vagues quand 4 fois avant tu t'es cassé la gueule, tu vois. Tu vas peut-être tenter un double 360 sur les vagues pendant que tu es en train de surfer quand tu en as passé 2 ou 3 avant, tu vois. Et si tu le passes pas, tu vas te dire c'est pas grave, déjà j'en passe un, je vais retenter derrière et tu vas le retenter derrière avec confiance, tu vois. Alors si déjà tu passes pas un 360 et que tu essaies de faire un 720, je veux dire, quand tu as raté ton 720, tu vas te dire peut-être vaut mieux que j'arrive à passer mon 360, tu vois. Tu vas vraiment pas avoir confiance, mais quand tu passes des 360 tous les jours et que tu tentes un 720, mon gars, et qu'il passe pas, tu te dis mais je m'en bats les couilles, je passe des 360 tout le temps, mon 720 je vais le passer un jour. Tu vois le délire? Ouais. La différence que tu auras, c'est comme si quand tu... Bon, toi tu viens du foot. Oui. Et ça qui est bon, le foot. Imaginons si maintenant, voilà, tu tires un coup franc avec des sandales et tu tires un coup franc avec des crampons. C'est différent. Imaginons que tu mets un coup franc avec des crampons de 30 mètres. Et tu tires un coup franc avec des crampons de 40 mètres. Tu arrives à le mettre. Et là, tu arrives avec tes sandales et tu te dis, tiens, je tente d'entrer de 40 mètres ou pas, tu vois. Alors déjà, essaie de voir si tu arrives à le mettre de 30 mètres, tu vois. Oui. T'as des sandales quand même, donc voilà, faut toujours se mettre voilà, dans la situation que t'es et tout ça. Tu vois, c'est pas parce que voilà. Bon. Du coup, Dorado continue un petit peu parce que je fais le machin. Non, mais voilà, c'est juste que je m'enroule un gros, moi. non. Dans les bonnes périodes, pour moi, il faut surfer. C'est-à-dire que si tu as un bon feeling, de toute façon, tant que tu as ta bonne stratégie de money management, c'est-à-dire que s'enflammer, c'est quoi? C'est sortir sa stratégie. C'est-à-dire que si tu as une stratégie de bête cote moyenne 1,80, etc., c'est d'un coup dire allez, vas-y, je tente, je sens bien, je prends une cote à 3,20. C'est pas logique. Là, tu t'es enflammé, tu es sorti de ta stratégie. Ou alors, si tu es en flat betting à 1%, c'est de te dire allez, je suis en confiance, je vais mettre du 2%. Tu vois? Mais si tu le sens, tu te dis allez, vas-y, je suis en bonne confiance, là, je fais dans ma stratégie de bet en plus de mon money management, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu surfes sur ton bon feeling. Regarde bien. T'es au football.
t'es à 30 mètres avec des crampons, tu marques un but. Coup franc, on est d'accord, Dylan? Écoute bien ce que je vais te dire là même. J'écoute. Tu marques un coup franc à 30 mètres avec des crampons. Est-ce que tu penses qu'à 38 mètres, tu peux le mettre avec des crampons? Du coup. Bah, c'est possible, oui. Voilà. Et si tu le rates, c'est grave ou pas? Non, parce que j'aurais mis celui à 30 mètres. T'as réussi à 30 mètres. Mais maintenant, si avec des crampons, tu réussis pas de 30 mètres. Est-ce que tu penses que ça va être idéal de le réussir de 38 mètres avec des sandales? Ah bah non, ça va Et être... si tu le rates? Et si tu le rates et que t'essayes quand même, qu'est-ce que tu vas te dire? Bah j'ai essayé. T'as pris trop de risques. C'est ça que tu parles, toi, tu vois? C'est-à-dire que tu Ouais. veux prendre des risques quand t'es confiant, mais tu les prends peut-être pas dans la bonne état d'esprit, tu vois. Tu peux prendre le risque quand t'as déjà mis un coup franc de 30 mètres avec des crampons, de le tenter de 38 mètres avec des crampons. Mais si tu l'as mis de 30 mètres avec des crampons, prends pas le risque à 38 mètres avec des sandales. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si tu le rates, tu vas être dégoûté. Que tu vas te dire, ouais, finalement, je le savais, que c'était une idée débile. Alors que tu m'as dit juste avant que si tu le rates avec des crampons de 38 mètres, c'est pas grave parce que tu sais que tu aurais pu le mettre parce que déjà tu l'as mis de 30 mètres avec des crampons. Tu vois le concept? Oui. Donc ce que tu as déjà compris avec les armes que tu as, continue dans ce sens-là. Et c'est pas parce que tu gagnes ou que tu mets ce coup franc qu'il faut changer ta stratégie, comme tu disais. Qu'il faut avoir plus confiance. Il faut pas avoir peur d'un prochain bad run. Parce que tôt ou tard, tu vas avoir une période de moins bien, de plus dur. Et ça, c'est un cycle, c'est normal. Après, il faut essayer qu'il dure le moins longtemps possible, essayer de gérer son mental, ses émotions, pour faire durer en fait cette série positive. Mais il faut C'est pas. surtout ça, justement, le Faut pas mental. merde, fais chier, là je suis sur un bon run, je veux que ça continue indéfiniment. Sauf qu'on sait très bien que ça ne sera pas le cas. Tu auras un moment, tu vas perdre 2-3 bêtes d'affilée. Parce que ça arrive à tout le monde. C'est juste comme ça. Mais il faudra se dire à ce moment-là, il ne faudra pas paniquer et dire eh merde, putain, je ne voulais pas arriver à ce moment-là à perdre 3 bêtes d'affilée et dire ok, on reste tranquille, calme. On est 3 bêtes de perdu, on va se reconcentrer et puis ça fait partie du pari sportif en voie long terme. Et puis il n'y a même pas besoin de se reconcentrer en réalité, parce que c'est juste la continualité de la chose. Que toi tu disais, dès que je gagne de l'argent, est-ce que quand je prends des risques, c'est bien ou pas, tu vois, en gros, tu vois? Est-ce que si je suis trop confiant, je vais aller prendre des risques derrière qui sont bons ou pas, tu vois? C'est un peu ça que tu disais, non? Oui. Ouais. De toute façon, si tu sors pas de ta stratégie, de ton money management, tu prends pas plus de risques que ça. Tu sors juste sur la vague. C'est ça. C'est-à-dire que si, en fin de Faut que compte, je garde la confiance, quoi. ben pour gagner, ça sert à rien de doubler les mises ou non. Si tu gagnes, tu gagnes. Imaginons que là, tu as un bet qui te plaît, etc. Mais parce que tu as peur de t'enflammer, tu le prends pas et qu'au final, il serait gagnant, ça fait que toi, tu vas te frustrer. Et c'est là que tu vas commencer à forcer un bet derrière parce que tu t'es dit merde, je ne l'ai pas pris avant, là, je vais prendre mon petit risque et tu vas enclencher le bad run. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas te dire, c'est pas grave, au pire, avant le bet, tu vas te dire, si je perds les 2,5% là, c'est pas grave parce que j'en ai une grosse confiance, tu le perds. Et maintenant, tu te retrouves dans la situation où là, eh ben, tu es en train de te poser la question, est-ce que je devrais miser plus le prochain coup? Pas plus? Est-ce qu'il faudrait que je force le destin ou pas? Alors qu'en fait, tu n'avais jamais rien à forcer avant, en fait. C'est toi qui l'as forcé tout seul avant, en me disant, là, j'ai une plus grosse confiance, là, j'ai machin. Et tu as dérivé de ta stratégie de base, en fait. Donc, du coup, tu dois rester concentré sur ta stratégie, ta manière de faire, et puis pas t'enflammer, tout simplement. Pas te prendre la tête, en fait, de te poser des milliards de questions, et ci, et ça, machin. Non, tu restes concentré sur ta stratégie, tu fais comme d'hab, et calmos, on est sur un good run ou un run normal, et puis voilà, et on continue notre boulot. Et si tu as des questions à te dire, est-ce que là je dois miser plus, là je dois miser moins par rapport à la value ou quoi, eh ben mise tout le temps 0,5%, donc ou 0,75%, et tu te dis que voilà, si vraiment tu as des values, au long terme, tu seras gagnant. Et tu n'as pas besoin d'augmenter ou de réduire au moins.
T'es tranquille. Parce que le problème de te poser des milliards de questions, tu vas niquer ton énergie, tu vas pas être concentré, tu vas commencer à avoir du doute, de la frustration, de la peur, et ça, tu vas avoir plein d'émotions, et au final, tu vas te retrouver à la situation que tu cherches à éviter. Et qu'est-ce qui crée quand tu crées des émotions comme ça, avoir des doutes, à te dire est-ce que je vais miser plus, est-ce que je vais miser moins, est-ce que j'aurais dû miser plus, est-ce que j'aurais dû miser moins. Et d'un seul coup, tu vas analyser ton match derrière, comme dit Dorado, tu vas avoir tout un tas de trucs dans ta tête qui va tourner que toi-même, tu n'en as même pas conscience, qui vont te brouiller les pistes pour ton analyse déjà. Parce qu'ils vont te utiliser de l'énergie dans le cerveau, te dire, oublie pas, t'as perdu la dernière fois. Oh, la dernière fois, t'aurais dû miser moins, la dernière fois, t'aurais dû miser plus. T'as perdu la dernière fois, t'as perdu la dernière fois, t'as perdu la dernière fois. Même si toi, tu te le dis pas parce que tu te dis, maintenant, je fais les choses sérieuses, j'ai compris ce qu'ils m'ont dit Dorado Luigi, ton cerveau, il va y penser, lui, inconsciemment, en fait. Et donc, il va griller toute ton énergie pour analyser ton bet suivant. Tu as analysé ton bet suivant, et même sans avoir augmenté tes mises ou rien, mais ton bet sera même pas bien analysé, parce que déjà, tu n'auras pas fait les bonnes choses avant. Tu captes jusqu'à où ça peut aller très très loin, les paris sportifs, au final. Donc déjà, si on n'a pas conscience de tout ce qui peut jouer dans notre tête et nous griller l'énergie qui nous sert pour notre analyse, même si on utilise la bonne mise, le flat betting, le bon tipster, le bon truc et tout ça, on n'aura peut-être pas tout le temps l'occasion de faire le bon choix parce que finalement on croit avoir fait le bon choix, mais notre cerveau il est grillé déjà. On n'a pas l'énergie nécessaire pour faire le bon choix, sans qu'on le sache nous-mêmes en fait. C'est tellement ouf, hein, Dorado. Mais c'est tellement ça en fait. Non, mais tout est dans la tête. La technique, c'est, voilà, s'il fallait juste avoir du flat betting ou parier telle cote ou telle cote, bon, on gagnerait tous. Mais le problème, c'est que notre mental, nos émotions, nos peurs, nos doutes, nos excès de confiance, notre baisse de motivation, tout ça va prendre le dessus inconsciemment ou consciemment, et va faire qu'on va enclencher des bad runs et on va se dire, ah, j'ai pas de chance, ou des choses comme ça, ou je comprends pas, je suis maudit. Déjà, à partir du moment Dorado va faire du footing souvent le matin. Ouais, et il y à va. 5 heures du Et matin. il y va. Mais si sa femme, pendant 3 jours avant, lui dire tu oublies pas d'aller faire ton footing le matin, pendant 3 jours avant, elle lui dit à chaque fois tu oublies pas d'aller faire ton footing samedi matin. Jeudi, elle lui dit tu oublies pas d'aller faire ton footing samedi matin. Alors que lui, Dorado, à la base, il l'aurait fait juste pour bien analyser son corps et lui faire du bien, comme vous à votre bête. Eh bien, si vous posez toutes ces questions-là dans votre cerveau sans le savoir, finalement, Dorado il va répondre quoi à sa femme? Oui, oui, je vais aller le faire. Mais son cerveau, il le sait pas, mais ça va se répéter sans cesse. N'oublie pas, ta femme t'a dit d'aller faire le footing le samedi matin. C'est pourquoi? Peut-être pour perdre le ventre. Peut-être pour perdre le ventre. N'oublie pas, ta femme, elle t'a dit d'aller faire le footing le matin. On est passé d'une bonne chose que Dorado, lui, voulait aller faire un footing le samedi matin pour se faire plaisir, aussi pour prendre soin de son corps, comme on pourrait prendre soin de notre bête. Mais finalement, à cause d'un petit détail, eh bien, le cerveau va réfléchir à, Dorado, il faut que tu ailles faire ton footing le samedi matin. C'est pas, je vais aller me faire plaisir à aller faire un footing le samedi matin. Il va commencer à se dire, il faut que j'aille faire mon footing ce samedi matin. Ce qui n'a rien à voir avec la base. Et c'est pour ça que même si on doit aller faire la même chose, un footing, ou on doit aller faire la même chose, analyser un bet, suivant tout ce qui peut se passer à côté, ça peut se jouer totalement différemment dans notre cerveau. Et qu'on le veuille ou non, on n'aura pas la même énergie. Dorado n'aura pas la même énergie pour aller faire son footing le samedi matin si lui-même voulait aller le faire parce que ça lui faisait plaisir pour prendre soin de son corps et tout, que si sa femme lui a dit toute la semaine, n'oublie pas d'aller le faire. Ouais. Et comme c'est un tipster, il va se dire toute la semaine, je vais aller m'analyser tranquille samedi Marseille-Bordeaux. Et si son pote à côté qui comprend rien au paris sportif lui dit qu'est-ce que tu penses de Marseille-Bordeaux, c'est sûr, Marseille ils vont les éclater à Bordeaux. Et donc déjà, sans le vouloir, eux ils vous ont déjà rentré dans votre tête un truc qu'il fallait pas avoir. Voilà. Et qui va vous biaiser votre analyse finalement. Et qui va vous biaiser votre façon de faire en fait. Tout est dans la tête, hein. Tout est subtil de toute façon dans les paris sportifs. Hein. On connaît les équipes, on connaît les joueurs, on connaît tout ça. Le truc, c'est que la majorité des gens ne se connaissent pas soi-même. Donc, du coup, c'est là où il y a un souci. Ils ne savent pas comment ils réagissent, en fait. C'est ça. Et Dorado aura la chance, lui, de se dire, à la fin, parce que lui, il se connaît soi-même, de se dire, voilà, je vais aller faire mon footing moi parce que ça me fait plaisir.
eh bien, si sa femme lui a rien dit, ben, il ira le faire parce que ça lui fait plaisir. Si sa femme toute la semaine lui a dit va faire ton footing, il ira le faire parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il se connaît à lui. Mais ça jouera quand même dans son cerveau. Mais si Dorado se connaît pas à lui, eh bien, il ira faire son footing avec juste le fait de se dire putain, il faut que j'aille faire mon footing le samedi. Alors que s'il se connaîtrait à lui, il se dirait pas ça. Il se dirait ma femme me l'a dit, mais je vais aller quand même faire mon footing parce que c'est ce qu'il y avait de prévu en fait. Si je sais pourquoi je le fais, Voilà. J'ai pas de raison à être influencé par l'extérieur. Il n'y a pas de raison d'être influencé par l'extérieur. Et on est tout le temps influencé par l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Et on prend un bon exemple avec le footing, c'est-à-dire que même quand nos femmes nous disent ben, n'oublie pas d'aller faire footing, elles le disent pas pour des mauvaises raisons, elles le disent pour nous-mêmes aussi. Voilà. Non, c'est comme l'exemple de tout à l'heure où on disait laissez tranquille vos typesters. Au final, le moindre message, inconsciemment ou consciemment, va nous influencer. C'est la même Des chose. fois, on ne se rend même pas compte, on croit que ça ne va pas nous impacter, et puis en fait si, ça nous influence, sauf que c'est inconscient. Un gars va pas nous insulter, il va nous dire juste c'est normal que tu n'as pas bête depuis 3 jours. Il n'y a rien de méchant. Il y a rien de méchant. Mais nous, on le sait qu'on ne bête pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Mais rien que le fait d'avoir lu cette question, eh ben, ça peut, sans qu'on le sache, jouer dans notre cerveau. T'as pas bête depuis 3 jours, t'as pas bête depuis 3 jours, t'as pas bête depuis 3 jours. Et donc la prochaine analyse qu'on va faire, eh bien, au lieu d'être à 100% dans l'analyse, on sera à 70%. Et ça va être parce qu'on aura déjà gagné de l'énergie. Ça va être un exemple que tout le monde a dû vivre un jour. C'est que y a beaucoup de gens qui disent j'aime bien discuter avec mes potes des matchs, etc. Mais il suffit que tu parles pas avec ton pote d'abord. Tu vas commencer à analyser tes matchs. Tu vas dire tiens, Denver, ça va gagner. D'accord? Et lui, toi, tu es sûr de toi. Lui, il va arriver, il va dire non, moi je joue Indiana. Il va te faire une analyse de 10 pages. Tu vas la lire. Il va réussir à te convaincre à pas bête Denver. C'est ça. Tu vois? Ou alors, tu as choisi un bon tipster. Ou alors, tu as pas 100% Pinac. Ouais. Tu vas discuter avec lui et il va te dire Indiana. Et toi, tu vas te dire merde, mais moi, Indiana, j'ai pas un bon feeling, etc. Mais il va réussir à te convaincre à partir sur Indiana. C'est ça. Ou même que ce soit Indiana face au Chicago Bulls, s'il te convainc à partir sur Indiana. Si c'est un tipster, il te convaincra à choisir un autre tipster aussi. Parce qu'il va te mettre le doute sur un tipster ou autre. Au final, on sera toujours en doute. Le cerveau va toujours réfléchir. Et le cerveau va toujours faire, même si nous on le sait pas, faire travailler le cerveau. Et voilà, passer en surchauffe, etc. À partir du moment qu'on est formé, qu'on a les compétences, qu'on connaît le sport en question, etc. Ok, c'est important. Si jamais la personne te donne une info que toi tu avais pas, et là ok, d'accord, ça je le savais pas, j'ai pas trouvé ou je l'avais pas. Ok, là ça peut remettre en doute. Mais si c'est juste un avis entre guillemets, faut toujours faire en fonction de ce que vous sentez que ce soit bon pour vous. Voilà, même si nous, quand on vous dit des choses qu'on vous a dit là cette année, pour ceux qui nous entendent, quand on vous a dit des choses l'année dernière ou l'année d'avant, même, des fois, on n'a pas la science infuse non plus. Que ce soit nous ou n'importe qui. Donc, il faut toujours aussi vous faire un minimum confiance, les gars. Ça, c'est bien important. On progresse tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, Luigi, t'es meilleur que quand on s'est rencontrés, et moi pareil. Bien sûr. Donc, on n'aurait pas eu le même discours il y a combien? Il y a 5 ans, 4 ans, qu'aujourd'hui. Exactement. Et même vous, dans vos propres paris, par exemple, si vous me dites, tiens, sur 300 paris, j'ai 2% de ROI. Sur 300 paris, mais est-ce que sur les 150 derniers, vous n'étiez pas meilleur que sur les 150 premiers? Donc c'est faussé finalement de prendre cette stat de ROI sur 300 paris. Il faut prendre la stat de ROI pourcentage que vous avez sur les derniers paris où vous avez à peu près le même niveau. Quand vous débutez, vous n'avez pas le même niveau qu'à la fin. Donc si vous avez commencé en 2017 à faire 100 paris, en 2018 100 paris, en 2019 100 paris, il vaut mieux prendre vos stats sur la dernière année ou la dernière année et demie. Parce que la première année et demie, elle ne compte pas dans vos stats, parce que vous étiez forcément moins compétent. Donc il y a plein de trucs à savoir comme ça. Il y a plein de trucs à savoir. Les bookmakers sont meilleurs maintenant qu'il y a 10 ans. C'est ça. Ils adaptent leur algorithme, leur manière d'ajuster les cotes, etc.
Avant, peut-être qu'ils pouvaient proposer 24 heures avant les matchs NBA pour mon cas, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Dès qu'il y a un redoute sur un joueur, ils vont pas la balancer. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'on ait les compos officiels parfois. Donc ça rend les choses encore plus dures de marquer de la value. Mais c'est comme vous, il y a 6 mois, vous étiez pas aussi bon qu'aujourd'hui. Vous aviez pas autant de connaissances. Donc Est-ce que si aujourd'hui, voilà, vous ferez des paris sportifs, vous penserez que, voilà, sur vos 3 premiers mois, est-ce qu'on devrait prendre en compte ces stats-là? Je suis sûr que maintenant vous comprenez que non. Il faudrait prendre plutôt vos stats plus récentes qui reflètent plus votre niveau d'aujourd'hui, finalement. Et pas les mélanger avec vos stats de tout début. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un aujourd'hui là, parce qu'on va finir là-dessus, par rapport à vous trois, est-ce que par exemple si on vous parle de paris sportifs ou si vous aurez rencontré, je sais pas moi, n'importe qui dans les paris sportifs, vous aurez pu parler de paris sportifs comme vous pouvez en parler maintenant? Ah non, j'ai complètement changé ma vision dessus. Et donc, pareil. Voilà. Et pourquoi les gars vous avez changé toute cette vision-là? Parce qu'on a appris des choses, on a progressé. Voilà, parce que vous avez voulu apprendre des choses, vous avez voulu apprendre des choses et vous avez voulu progresser dans ce domaine. Vous êtes formé, vous avez pris l'effort de venir en coaching, de prendre la BOTP, etc., de passer du temps, faire des efforts, prendre des notes, pratiquer, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais de mettre en application, etc., etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez réussi aussi à mettre votre ego de côté, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se former parce qu'ils disent non, je n'ai pas besoin, moi de toute façon je suis bon, je sais tout, machin, machin, machin. Donc, vous avez fait cet effort-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes meilleur qu'il y a 6 mois, 1 an. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir pris du coaching ou des choses comme ça? Est-ce que vous regrettez d'avoir fait cette avancée? Est-ce que vous pensez que, par exemple, sans avoir pris de coaching, vous en seriez autant qu'aujourd'hui? Évidemment non. Hein. Voilà. On aurait, ouais. Vous aurez perdu beaucoup plus de temps. Mhm. Voilà. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Et c'est ça le plus important. Peu importe. Ça n'a pas de valeur. Hein? Ça n'a pas de valeur, ça. C'est difficile à quantifier. Ben, c'est ça, c'est que ça n'a pas de valeur. C'est que c'est la meilleure chose à faire, en fait. Parce que ce qui a de la valeur, ça va être acheter un Big Mac à 8 euros. Enfin, on sait qu'un Big Mac, ça vaut 8 euros. Donc, si quelqu'un vous dit, pour 1 euro, je t'apprends à acheter un Big Mac à 6 euros, on est gagnant. Mais s'il dit pour 2 euros, je t'apprends à acheter un Big Mac à 6 euros, on gagne rien. Donc, autant aller acheter le Big Mac à 8 euros, en fait. Et donc ici, on se retrouve dans un problème où, eh bien, finalement, pour vous, le peu d'investissement que vous avez fait, vous avez appris beaucoup. Et c'est ça qu'on met en place chez TP, en fait. Et croyez-moi, vous êtes les derniers à profiter de ça. On va le dire ce soir avec Dorado. Ouais. On a, avec Dorado, on finira là-dessus dans tous les cas, mais on a, avec Dorado, voilà, pris beaucoup de temps là-dessus. Ça nous a rapporté rien, nous, en termes financiers, parce qu'il faut dire ce qui est. Ça nous a apporté par contre énormément en termes de faire profiter aux membres qui ont vraiment progressé. Richesse humaine et tout ça, de vous rencontrer, de discuter avec vous, etc. Faire progresser les élèves les saisons passées. C'est ça. Comme me disait même Thomas David, il vaut mieux demander des choses aux gens quand ils sont dans leur début parce qu'ils vont vous en donner tellement beaucoup que vous allez les payer pas cher. Et que vous allez en savoir énormément, alors que peut-être 1 an après, une fois qu'ils seront bons, vous allez payer une fortune. Enfin, une fortune, en fait, quelque chose de très rentable quand même à payer pour avoir leur conseil. Donc, tant mieux de les avoir pris avant. Nous, pourquoi on ne le fera plus? Et parce que déjà, on a. Voilà, et au bout d'un moment, il ne faut pas se cacher les choses aussi. On a été très content de faire la première, la deuxième, la troisième saison de coaching. Mais on sait que par exemple, la quatrième, on ne la fera pas avec autant de volonté. Voilà. On s'est déjà posé la question sur la troisième saison et on s'est dit, on est encore motivé. Et puis en plus, il y avait mon petit chouchou qui est Dylan. et donc, on se devait de la faire. Mais voilà, je pense que la quatrième saison, elle sera. Bon, on sera moins motivé pour faire ça. Et je pense que c'est aussi honnête Dorado de le dire aux gens. Ouais, c'est clair. Voilà, de dire, voilà, on sera pas
autant à 100%, on aura moins le temps, elle sera plus finalement un truc qu'on n'aime pas, ça veut dire parce que les gens ont payé, on doit. Et donc ça, c'est pas bien. Et donc voilà, je pense que c'est la dernière saison qu'on fait avec vous et on se régale avec vous. Et ça a été vraiment, je pense, la saison. Moi, j'ai aimé toutes les saisons, mais c'est une de mes saisons préférées parce que finalement, c'est la dernière au final. Et c'est pour Non, ça. on va s'adapter, on va le faire autrement. On a des idées déjà en place. On a des petites idées. Et comme dit Luigi, là c'est le début. Vous avez payé une modique somme pour, même si c'était un investissement quand même, mais ce que vous avez appris cette année, et puis les élèves des années précédentes, etc., c'est des années de travail. Pour moi, pour ma propre expérience, à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait rien, même il y a 5 ans, il y avait pour autant de contenu sur Internet pour progresser dans les paris sportifs. Et là, vous avez appris en un an, 10 mois à peu près, vous avez appris ce que j'ai appris ou ce que Luigi a appris. On a appris ça en 5-10 ans à peu près. Peut-être pas tous, qu'on n'a pas eu le temps de tout parler en Ouais, tout cas, mais c'est une grande partie, c'est des années de travail, de recherche, d'investissement qu'on vous transmet. La question était là, c'est est-ce que eux, quand ils sont arrivés, ils s'imaginaient apprendre déjà tout ça, tu vois? Parce qu'ils pouvaient s'imaginer apprendre des choses, mais est-ce qu'ils s'imaginaient apprendre tout ça, tu vois le délire? Ah non, mais de toute façon, moi je vous le dis, c'est des années d'expérience. Moi, ça a été des années de travail. Enfin, Luigi le sait, je suis dans les paris sportifs depuis 2006. C'est depuis 2006 à aujourd'hui, quoi, ce que je transmets aujourd'hui. Et en plus, Dorado, c'est le seul personne de TP qui vit vraiment des paris sportifs, les gars. Donc, nous, on n'a jamais dit, voilà, qu'on vivait des paris sportifs, et on l'a toujours dit. On fait ça, c'est un investissement pour nous, clairement. On en gagnera de l'argent. Moi, pendant l'instant, j'ai gagné de l'argent dans les paris sportifs, mais je ne vis pas du pari sportif, par exemple. Alors que Dorado, lui, en vit réellement. Voilà. Donc ça, c'est un autre détail en plus qui fait que voilà, ça fait plaisir. Ça, moi, je suis toujours rapproché de Dorado. Et c'est pour ça, voilà, vous l'avez dans les coachings tout le temps. Il n'y a pas que Luigi, il n'y a pas que Dorado. Vous avez vraiment deux personnes en plus. On est un peu différents l'un et l'autre. Mine de rien, mais on a les mêmes idées au final. Et la même envie de vous faire apprendre. Et là où on a été content, c'est voilà, que quand vous êtes arrivé, maintenant, vous êtes bien meilleur que ce que vous aurez été sans prendre ce coaching-là. Et croyez-moi, la plupart des gens, ils ont payé. Eh bien, simplement, tipster pronostic pour suivre les pronos. Une partie avait pas besoin de coaching et savait suivre les pronos, ils viennent, ils prennent. Une partie n'a pas suivi de coaching, ils prennent les pronos, ils perdent. Ils comprennent pas, ils s'en vont. Vous avez été formé et surtout, ce qu'il y a de super important, c'est que, eh bien, en 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous avez appris des choses que vous imaginez même pas comprendre dans les paris sportifs et c'est pour ça qu'on était là. Et nous, en tant que passionnés, on se régale de vous avoir fait comprendre tout ça parce que ce qu'on vous a fait comprendre vraiment, c'est des trucs qu'il y a peu de gens qui peuvent vous parler, parce qu'ils ne sont pas dans les paris sportifs. Voilà. Donc ils vont vous parler que voilà, ils ont gagné parce que l'année dernière, Saint-Etienne il a perdu et que ça fait 3 ans que Saint-Etienne il n'a pas gagné et que là il va mettre un gros billet de 500 € dessus. Je veux dire, ça c'est les discussions qu'on n'a jamais eues, moi et Dorado. Et les gars, répondez-nous, est-ce qu'on a déjà eu des discussions comme ça? Moi et vous, jamais. Ni avec Dorado. Donc on vous a appris des trucs plus qui étaient théorie, technique et tout ça. Et voilà, il y a des gens comme Cyril qui ont fait le bon taf. Cyril qui était chez TP avant, il n'est plus chez TP maintenant, mais en tout cas, on peut lui décerner la couronne parce qu'il a fait un très bon taf. Il est tipster carrément maintenant. Comme l'a été 4BK, comme l'a été Dorian, même si c'est un peu plus difficile pour lui maintenant, mais on attend de voir la fin de l'année suivante. Voilà, comme il y a eu beaucoup de gens qui sont passés chez TP qui ont finalement réussi à faire des trucs, vous avez réussi à apprendre beaucoup plus. Et pour nous, c'est mission réussie. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé. On va faire peut-être encore 1, 2 ou 3 émissions avant la fin de l'année. Je pense, Dorado, pour finir quand même finir les séances de coaching mensuelles. Et puis l'année prochaine, on fera sous une autre forme le coaching. On a déjà pas mal d'idées, comme on a dit avec Luigi, et je pense que ça va nous booster. Ça va en plus booster les élèves et ça peut même créer de la stimulation pour les viewers. Donc ça peut être, il y a pas mal de choses à mettre en place et qui peut être intéressant pour tout le monde. Il y aura surtout qu'un élève avec moi et un élève avec Dorado. Donc, voilà. Donc vous avez eu tous de la chance,
plus ou moins, parce que c'est ce qui avait été prévu à la base. Mais voilà, qu'on puisse parler tous ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé nous avoir comme coach, les gars. Mine de rien. Grave. C'est pas fini. Ah bah, on a l'élite. Ah, mais après, non. Ah, Faut pas non plus nous lécher le cul. Non. Le bâtard. Oui, lèche-moi le cul. Non, il faut pas non plus. Non, mais voilà, non. Ce que je veux dire, voilà, quand toi tu dis on a l'élite, je sais que tu le penses. Mais ce que je veux dire, voilà, vous êtes vraiment satisfait du coaching, quoi, mine de rien. Vous n'avez pas perdu Ouais, du temps, vous pensez? absolument pas. En plus, comme tu l'expliques, au départ, on prend un abonnement pour bénéficier des paris. C'est ça. Et en plus, en bonus, on a un truc qui. Enfin, c'est C'est vrai, énorme. le partage de l'expérience, de toutes les notions, de ce que vous avez expérimenté des fois pendant des années, quoi. Nous, voilà, vous nous l'apportez, vous nous le donnez, donc Ça. c'est une chance. Hein. Voilà, donc toi tu le penses comme ça. Donc tu comprends, c'est plus une chance. Plutôt que si on arrête de faire finalement ça, parce qu'on a, avec la gazette, tout ça, on a moins de temps et aussi si on aide de notre part, on pourra plus le faire avec autant de passion, vraiment. Tu comprends ça aussi. Ah oui, oui, bien Voilà. sûr. Voilà. Ah, moi, je le comprends parce que après, je suis comme vous, hein, sur d'autres choses que je fais. Une fois que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, après, bon, voilà, il y a moins d'intérêt à le faire, quoi. Donc, c'est logique C'est ça. si vous avez envie de passer à d'autres choses, de tenter d'autres expériences. C'est humain, hein, donc C'est ça, je plus, le ouais, respecte. Hein. voilà, ça c'était plus honnête de notre part de le dire Mm. euh, que de se dire bon voilà maintenant que voilà il y a Tipster pronostic qu'on arrête de faire ça. Non, c'est vraiment ce qu'on a. Avec vous, c'est la dernière année vraiment où on aura la passion de faire ça. Mais je pense, on le sait, moi et Dorado, avec tout le truc qu'on a à faire, on n'aura pas la passion l'année prochaine. D'accord, Dorado. Ouais, on aura peut-être pas l'énergie, on a tellement de choses à faire et enfin, en tout cas, ce sera la dernière fois où ce sera des séances de coaching communes. Et en tout cas, ça a été vraiment top ces années d'expérience et bah, de convivialité, d'échange et c'est vraiment cool si vous avez apprécié ça. On sait que nos élèves des années précédentes sont hyper contents de ce qu'on avait fait. Donc, si c'est encore le cas cette année, c'est top. Eh ben, écoutez, on se reprend juste après, avant la fin de l'émission. On va finir l'émission comme ça, parce que c'est tellement beau. En tout cas, on a kiffé passer ces moments et on vous remettra les une, deux ou trois dernières émissions qu'on fera quand même pour clore l'année, parce qu'on n'arrête pas là. Il restera au moins une, deux ou trois émissions. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une. Voilà. Maintenant, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 3 années, en tout cas sur ce sujet-là, c'est-à-dire finalement apporter au maximum de ce qu'on avait appris, parce que nous on a eu la chance de réussir là-dessus, surtout Dorado et moi aussi de réussir plus ou moins, en tout cas d'un côté comme de l'autre. Euh, voilà, et on essaie maintenant de vous donner au maximum depuis 3 ans un petit peu ce qu'on a reçu nous. Et voilà, pour pas le garder que pour nous. Maintenant, aujourd'hui, on est peut-être un peu fatigué de faire ça et on a beaucoup de choses à faire pour les paris sportifs. Mais l'année prochaine, il y aura une autre formule, qu'on va dire Dorado. Voilà, on prendra un élève chacun et tout ça, et on vous en dit pas plus. Ce sera une formule assez funky et fun. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. On remercie Dylan, on remercie Richard qui était là, Flo, il y a eu aussi Danny Dan, il y a eu aussi Cyril et tout ça. Et voilà. C'est Il y a eu Cédric Ferstein aussi, exactement. Il y a eu même 2-3 autres personnes en plus. J'ai pas tous les noms sous la main, vous savez que je prépare jamais les émissions. Mais en tout cas, on fera une ou deux émissions en plus, logiquement. Mais sinon, voilà. On vous avoue que c'est la fin de ces émissions-là pour TP. Mais on vous amène du nouveau très bientôt, comme on sait le faire à chaque fois. Et on vous souhaite une excellente année betting à tout le monde. Cette émission, n'oubliez pas, a été en replay et non en live comme elle a été faite à chaque fois. On a profité un peu de nos élèves et les plus motivés pour cette émission entre nous. Vous nous en excuserez. On vous fait quand même des gros bisous à tous. On vous aime. Soyez prudents dans le betting et rejoignez des clubs, les gars. Faites tout ce qu'il faut pour être performant dans ce que vous aimez. Misez sur vous. Bra. Et n'oubliez pas, si vous voulez dans la vie quelque chose de plus, tout simplement, il faut faire quelque chose de plus. Bang bang.